L'histoire commence alors que notre protagoniste Tojima s'entraîne dans les bois. Il frappe un arbre à plusieurs reprises tout en répétant « Ride Ponche » et cause d'énormes dégâts. Depuis son plus jeune âge, Tojima adore Kamen Ride. Kamen Ride était un héros dans une série télévisée, et Tojima pensait qu'il était un héros à nul autre pareil. Tojima regardait chaque épisode plusieurs fois, à tel point que sa mère se demandait s'il n'avait pas un problème. Mais rien d'autre n'avait d'importance pour Tojima, car il était complètement fasciné chaque fois qu'il regardait son héros. Il encourageait toujours Ride en lui disant de ne pas laisser Shocker gagner. Shocker était une importante organisation criminelle qui servait d'ennemi à Kamen Ride dans la série télévisée. Même lorsque la mère de Tojima lui disait au revoir pour la journée, les yeux de Tojima ne quittaient pas l'écran une seule seconde. Il était complètement fasciné et il criait même les mouvements de Ride, comme « coup de pied » et « coup de poing ». Ce que Tojima admirait le plus chez Ride, c'était sa façon de toujours combattre le mal tout seul. Il protégeait la paix dans le monde avec un cœur rempli de justice, et Tojima s'était juré de devenir un jour comme lui. Tojima prenait toujours la même pose que son héros et déclarait qu'il voulait être Kamen Ride. Des années plus tard, nous retrouvons Tojima au lycée. Une fille le tire par le bras, mais il ne comprend pas pourquoi. Elle finit par rassembler son courage pour lui avouer ses sentiments et lui demander de sortir avec elle. Tojima est sous le choc, mais il répond rapidement qu'il serait ravi de l'inviter à sortir. À la surprise générale, la fille s'excuse et révèle qu'il s'agissait d'une blague. Tojima est dévasté alors que toute l'école se moque de lui, et le tyran Kitogawa révèle que la blague était son idée. Emily est en fait sa petite amie, et elle a perdu un pari où elle devait avouer ses sentiments à Tojima comme punition. Tojima s'en va simplement après avoir été humilié, et nous voyons que la fille stupide se sent mal. Une fois seul, Tojima se souvient d'un souvenir de son enfance. Il était resté à l'écart pendant qu'un groupe d'enfants jouait à pierre, papier, ciseaux. Le gagnant pouvait jouer le rôle de Ride, tandis que les autres devaient faire partie de Shocker. Tojima les regardait de haut, car il avait toujours su qu'on ne pouvait pas devenir Kamen Ride en jouant à pierre, papier, ciseaux. Ce n'étaient que des enfants stupides qui essayaient de jouer les héros, mais Tojima ne jouait jamais à faire semblant. Tojima a pris la pose caractéristique et a déclaré qu'il était sérieux. De retour au présent, Emily retrouve Tojima et s'excuse de l'avoir trompé. Elle est clairement bouleversée, alors Tojima accepte ses excuses. Ils se mettent à discuter, et Emily admet qu'il y a quelque chose de spécial chez lui. Plus de la moitié des garçons de leur école sont des punks, mais Tojima n'est pas du tout un délinquant. Cependant, elle se rend compte qu'il n'est pas tout à fait normal non plus. Tojima n'a pas d'amis, et les gens racontent qu'ils l'ont vu crier vers la rivière en prenant des pauses. Tojima ne sait pas comment réagir, mais il n'a pas besoin de le faire, car cette fille folle est séduite par son côté mystérieux. À ce moment-là, un crétin se demande si Emily a rompu avec Kitogawa et se moque de l'idée que Tojima puisse être son nouveau petit ami. Il s'appelle Ryota et rappelle à Emily que Tojima est un loser, alors elle ferait mieux de sortir avec lui à la place. Emily dit à Tojima qu'il devrait partir, mais Ryota l'en empêche. Tojima intervient immédiatement, ordonnant à Ryota de la laisser partir tout en lui infligeant une douleur intense en lui tordant le bras. Ryota tente de lui rendre son coup de poing, mais Tojima n'est pas du genre à se laisser faire et il arrête l'attaque. Tojima le relâche, mais il lui dit aussi que l'heure de la vengeance a sonné, et il anéantit Ryota d'un coup de poing dévastateur en plein visage. Les copains de Ryota tentent de le venger, mais Tojima les arrête tous les deux en même temps, à la surprise générale. Tojima déclare à nouveau que l'heure de la vengeance a sonné et utilise 2 coups de pied explosifs pour mettre les voyous à genoux. Les brutes ne peuvent que se tordre de douleur, et Emily reste sans voix, choquée par la démonstration de force de Tojima. Tojima reste stoïque comme toujours et explique simplement qu'il leur a rendu l'appareil. Tojima s'éloigne de manière théâtrale et Ryota jure de se venger. Quelques jours plus tard, Emily est capturée par d'autres voyous de l'école rivale. Elle hurle de terreur et Ryota appelle Tojima. Ryota lui demande de descendre et lui déclare la guerre pour ce qu'il a fait. Les autres élèves regardent la scène avec horreur et se demandent tout ce qu'a fait Tojima. Pour aggraver les choses, aucun membre du gang de Kitogawa n'est venu à l'école aujourd'hui, ils ne peuvent donc pas aider. Les professeurs sont également inutiles, mais cela n'a pas d'importance puisque Tojima s'est avancé. Ryota est furieux après avoir été humilié, il veut donc donner à Tojima une raclée qu'il n'oubliera jamais. Tojima a cependant un tout autre problème, car il souligne que des enfants qui se battent entre eux n'ont rien à voir avec une vraie guerre. Les enfants comme eux n'ont pas de travail et ne font même pas encore partie de la société. Tojima est dégoûté par les enfants qui parlent de gravir les échelons ou d'affronter des écoles rivales, surtout lorsqu'ils continuent à recevoir de la nourriture et de l'argent de leurs parents, et même à se laver et à dormir chez eux. Tojima déclare que le fait que des enfants comme eux parlent de guerre est tout simplement embarrassant et incroyablement puéril. Au contraire, s'ils veulent tellement se battre, ils devraient être plus mûrs, comme lui, et lutter contre le mal. Tout le monde est stupéfait de l'entendre parler ainsi, mais Emily semble tomber amoureuse. Ryota en a assez entendu, alors lui et ses sbires se précipitent tous sur lui. Tojima n'est cependant pas du genre à reculer,
et il se jette à son tour sur eux. Malheureusement, il est largement surpassé en nombre, et Tojima se fait rouer de coups. Emily regarde avec horreur Tojima qui ne peut que tenter de se défendre, et la bande continue jusqu'à ce qu'ils soient tous épuisés. Tojima est dans un état pitoyable, car il vient d'être roué de coups, et Ryota déclare qu'il prendra Emily comme trophée. Emily implore de l'aide, mais tout le monde dans l'école est impuissant et ne fait rien. Dans son désespoir, Emily appelle Tojima, et son appel à l'aide remet notre héros sur pied. Il exige que tout le monde s'arrête, et tous les membres du groupe de Ryota sont stupéfaits de le voir se relever. Ils étaient persuadés que Tojima était inconscient, mais il n'en a pas fini. Tojima enlève son manteau de manière théâtrale et dit au gang qu'il n'a jamais voulu utiliser son pouvoir contre eux. Malheureusement, ils ne lui ont pas laissé le choix, alors Tojima enlève sa chemise. Ryota ne comprend pas ce que sont les marques sur le ventre de Tojima, et ils sont encore plus confus lorsqu'il prend la pose. Tojima continue son numéro en disant « Ridé », tout en prenant une autre pose et en disant « Transforme-toi ». Il bondit vers le gang avec une présence imposante et crie « Ridé fight ». Tout le monde le regarde avec stupéfaction et confusion, et Tojima finalise sa transformation en déclarant de manière théâtrale « Kamen Ridé ». Comme rien ne se passe, les voyous se mettent à rire et traitent Tojima de fou pour avoir fait toutes ces bêtises. Ryota va cependant bientôt regretter de s'être moqué de lui, car Tojima lui assène un coup de poing qui l'envoie valdinguer plusieurs mètres dans les airs. Tout le monde reste bouche bée en voyant son corps s'envoler dans les airs, et quelques instants plus tard, nous voyons que Tojima a réussi à vaincre tous les voyous. Les professeurs et même Kitogawa ont tout vu, mais ils n'arrivent toujours pas à croire ce qu'ils ont vu. Emily se demande qui est vraiment Tojima, alors notre héros se tourne vers elle de manière théâtrale et lui dit qu'il est Kamen Ridé. Emily est très émue, alors Tojima s'approche d'elle et sourit enfin pour la première fois. Il la rassure en lui disant que tout ira bien, mais elle est terrifiée par lui. Elle s'enfuit pour sauver sa vie, et l'âme de Tojima est brisée. Tojima réalise qu'il avait raison depuis le début, il n'aurait jamais dû se transformer, car le seul ennemi qu'il devrait combattre est Shocker. Nous revenons au présent, où nous voyons Tojima s'entraîner dans la forêt. Tojima montre qu'il n'est pas faux en pensant que Kamen Ridé et Shocker sont des personnages d'une série télévisée. Ils n'existent pas dans le monde réel, et peu importe à quel point il s'entraîne, il ne peut pas devenir Kamen Ridé. Sa colère grandit alors qu'il se répète qu'il ne peut pas devenir Kamen Ridé, et il continue à lancer des attaques contre l'arbre. À ce moment-là, Tojima entend quelque chose approcher. Il s'agit en fait d'un ours, mais Tojima n'a pas peur du tout, il est juste déçu que ce ne soit pas un monstre Shocker. L'ours l'attaque, Tojima n'a donc pas d'autre choix que de se défendre. C'est finalement l'ours qui est choqué lorsque Tojima le projette au sol, et il se demande si Tojima est vraiment un humain. L'ours s'avère être un adversaire redoutable, car il lacère la poitrine de Tojima, mais cela ne suffit pas, à un moment donné, Tojima est devenu assez fort pour affronter un ours, et il le démontre en lui enfonçant son coude dans l'orbite. L'ours décide de s'enfuir, mais Tojima ne considère même pas cela comme une victoire. Battre un ours serait un exploit pour n'importe quelle personne normale, mais cela ne fait pas de Tojima un Kamen Ridé, et c'est tout ce qu'il veut. C'est son objectif depuis aussi longtemps qu'il se souvienne, mais il se rappelle que cette année, il aura 40 ans. Quelques instants plus tard, nous retrouvons Tojima dans un magasin de jouets où il s'apprête à vendre tous ses souvenirs liés à Kamen Ridé. Le vendeur est impressionné par la quantité d'objets rares qu'il possède, mais Tojima révèle qu'il a encore 6 cartons remplis d'objets et 10 autres chez lui. De retour chez lui, nous voyons que Tojima a vendu tous ses produits dérivés Kamen Ridé, laissant sa maison complètement vide. Il a tout vendu parce qu'il ne supportait pas l'idée de mourir seul dans une pièce remplie de produits dérivés Kamen Ridé, qui seraient ensuite jetés par un inconnu. Peu après, Tojima est stupéfait en lisant le titre d'un article. Il annonce que Shocker a fait son apparition, et Tojima tremble en essayant de lire la vidéo, car c'est ce qu'il a attendu toute sa vie. Le reportage révèle qu'un magasin de proximité a été cambriolé il y a quelques jours et que les coupables portaient des cagoules noires à l'image de l'organisation ennemie de la série télévisée Kamen Ridé. Ils ont pris d'assaut le magasin tout en imitant les méchants de Shocker en émettant les mêmes sons que ceux de la série. C'est un peu décevant pour Tojima, car ils ont simplement cambriolé le magasin, ce qui n'est pas le niveau de criminalité auquel Shocker participait dans la série. Au travail, Tojima apprend qu'il y a eu une autre attaque de Shocker, et que celle-ci se multiplie récemment. Une tendance semble se dessiner, mais Tojima refuse de croire qu'il s'agit du vrai Shocker. Nous voyons ensuite un reportage montrant plusieurs de ces crimes commis par des imitateurs à travers le pays. L'un des auteurs a été arrêté et a révélé qu'il avait simplement commis le crime parce qu'il avait l'un de ses masques chez lui. De plus, pour une raison quelconque, lorsqu'il prenait la pause et poussait un bruit étrange, il avait l'impression de devenir plus fort. C'était la première fois qu'il avait le sentiment de pouvoir accomplir quelque chose dans sa vie. Tojima a toutefois tourné la page, et il traite simplement cet homme d'idiot. Un soir, Tojima se rend à un festival près de chez lui. Un enfant qui parle à son père lui rappelle son propre père et la fois où celui-ci lui avait donné $30. Son père savait que Tojima adorait aller au festival,
alors il lui avait donné de l'argent pour qu'il s'achète ce qu'il voulait. Tojima déguste aujourd'hui la même collation qu'à l'époque et savoure pleinement cette nostalgie. Ailleurs, nous voyons un homme mystérieux donner à des voyous les masques que l'on a vus partout dans les journaux. Il s'appelle Naka et leur explique que le travail d'aujourd'hui consiste à faire du racket. Les voyous ne voient pas d'inconvénient à porter les masques, mais l'un d'eux fait remarquer courageusement que le reste du numéro est assez embarrassant. Il n'aime pas prendre toutes ces poses, et les sons qu'ils doivent émettre sont encore pires. Naka s'en moque et explique simplement qu'il a toujours préféré Shocker à Kamen Rider. Il dit que c'est pour cela qu'il est devenu gangster, mais les punks n'en reviennent pas que cette histoire soit aussi stupide. Naka poursuit en disant que dans le jargon de Shocker, il serait un monstre, et que seraient ces trois combattants. Dans ce cas, ils n'ont d'autre choix que d'obéir à ses ordres. Quelques secondes plus tard, les voyous dévalisent un stand du festival. Cela se passe justement là où se trouve Tojima, et les voyous commencent vraiment à mettre le stand sans dessus-dessous. Tojima est stupéfait de voir qu'il s'agit d'un des célèbres vols commis par Shocker, et cela suffit à le paralyser. Le pauvre propriétaire est en train de se faire tabasser, alors Tojima décide d'agir. Il se dirige vers un autre stand et demande combien coûte l'un des masques en vente. Les voyous continuent de harceler le propriétaire du magasin, et Tojima est tiraillé par la décision qu'il doit prendre. C'est la vie qu'il a laissée derrière lui, mais il sait qu'il ne peut pas laisser Shocker s'en tirer comme ça. Tojima repasse en boucle toute sa vie où il a pris cette pose, mais cette fois-ci, c'est contre Shocker. Tojima place le masque sur son visage, et son sang commence à bouillir. Son cœur s'emballe, et Tojima s'avance pour déclarer que Shocker en a fait assez. Les voyous se demandent qui est cet étrange personnage, alors Tojima déclare qu'il est Kamen Rider. Il ne peut s'empêcher de pleurer, car il pensait que cette partie de sa vie était définitivement révolue, mais cela ne fait que pousser les voyous à se moquer de lui. Naka, quant à lui, se trouve dans la foule et est en fait intrigué de voir un Kamen Rider affronter ses Shocker. Tojima refuse de se laisser ridiculiser et dit aux voyous qu'il est sérieux. Tojima prend une posture puissante et crie « Rider ponche », tout en écrasant le crâne de chacun d'entre eux. Il ne reste plus que le grand gaillard, alors Tojima s'envole dans les airs pour lui asséner son « Rider kick », qui le met KO. Tout le monde est complètement abasourdi par son acte héroïque, et Tojima n'en revient pas de se sentir aussi bien. Il regarde autour de lui et se rend compte que tous les regards sont braqués sur lui, alors il s'enfuit avant que quelqu'un n'essaie de découvrir qui il est. Ailleurs, une fille lit un titre annonçant que Kamen Rider a battu Shocker. Elle est furieuse, car elle voulait le faire en premier. Elle est insultée par ce Kamen Rider qui ne porte qu'un masque au lieu d'une combinaison complète comme elle, et elle se demande qui il croit être. Le lendemain matin, nous rencontrons Yuriko alors qu'elle donne son cours. Elle lit un poème à ses élèves, et l'un d'entre eux s'intéresse particulièrement à ses talents d'enseignante. Le poème raconte l'histoire d'un homme qui tombe amoureux de la femme d'un autre, et elle demande à Asano, qui est très attentif, de reformuler la dernière ligne en utilisant des termes plus modernes. Ce garçon n'a pas prêté la moindre attention au cours, et il massacre complètement la phrase. Il dit que le personnage principal du poème avoue son amour à son professeur, mais ce n'est pas du tout le cas. Yuriko le corrige poliment, et Asano est complètement embarrassé lorsque toute la classe se moque de lui. De retour chez lui, Asano a du mal à contenir ses émotions en pensant à son amour pour Yuriko. Il aimerait être avec elle à ce moment précis et imagine toutes les activités raffinées qu'elle aime faire pendant son temps libre. Asano l'imagine faire des choses sophistiquées comme admirer des peintures exquises ou jouer du piano à queue. Il imagine son élégance s'exprimer pleinement alors qu'elle savoure un thé dans son jardin gracieux. Ses rêves sont cependant loin de la réalité, car Yuriko soulève des poids comme une brute. Elle grogne comme une barbare tout en soulevant des haltères et en fulminant contre le Kamen Rider qui a disparu. Yuriko le déteste de toutes ses forces parce qu'il ose se faire appeler Kamen Rider alors qu'il ne porte qu'un masque. Un regard sur son passé révèle une époque où Yuriko rentrait à la maison en pleurant après avoir été victime d'intimidation. Son père se demandait pourquoi elle ne s'était pas défendue, alors Yuriko lui expliqua que c'était parce que les intimidateurs étaient tous des garçons. Comprenant à quel point la situation était délicate, son père s'est rendu compte qu'il savait exactement ce qu'elle avait besoin de voir. Il a montré à Yuriko un épisode récent de Kamen Rider, mettant en scène le dernier Kamen Rider nommé Stranger. Bien sûr, Yuriko ne comprenait pas pourquoi il lui montrait une vieille série télévisée, mais il lui a dit de continuer à regarder. Dans cet épisode, une femme nommée Yuriko était présentée, et elle disait à Stranger qu'elle se battrait à ses côtés. Stranger était inquiet car c'était une femme, mais il fut rapidement impressionné lorsqu'elle révéla sa transformation. Yuriko était l'électro-humaine appelée Tacle, un cyborg créé par un méchant, mais elle avait décidé de se rebeller contre eux. Le père de Yuriko avait attendu le moment idéal pour montrer cela à Yuriko, car Tacle était la première femme guerrière et Kamen Rider. La petite Yuriko fut immédiatement conquise en voyant son nouveau modèle vaincre d'innombrables spires de Shocker. Tacle était une alliée des enfants bien et une guerrière vertueuse, Yuriko l'admirait donc sans limite. Bien sûr, cela impliquait de s'entraîner à l'attaque électronde de Tacle et de la terminer par sa pose caractéristique. Son père était à ses côtés,
critiquant chacun de ses gestes pour s'assurer qu'elle imite parfaitement sa nouvelle idole. Il connaissait extrêmement bien tout ce qui concernait Kamen Rider, à tel point qu'il avait gravé dans son esprit tous les gestes de Tacle. Certains personnages raccourcissaient leur nom lorsqu'ils se présentaient pour que cela sonne mieux, et Tacle était l'un d'entre eux, puisqu'elle se faisait appeler Tac. Yuriko corrigea rapidement cela afin d'imiter son idole aussi fidèlement que possible, jusqu'à ce que son père lui attribue probablement une note parfaite. Une nuit, alors qu'elle était seule, Eureka utilisa son jet d'ondes électriques sur son ennemi juré le plus puissant, et renversa accidentellement quelques vidéos. Parmi elles se trouvait l'épisode 30 de Kamen Rider, un épisode qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Yuriko, impatiente de voir son idole dans un épisode inédit, lança la vidéo, mais elle fut déconcertée par son titre. Il s'agissait de « Goodbye, Tacle », son combat final. Malheureusement, cet épisode était absolument horrible pour Yuriko. Tacle était gravement blessé par un médecin maléfique, alors afin de protéger Stronger et d'assurer la victoire, elle a activé son pouvoir ultime appelé Ultra Cyclone. Yuriko était surexcitée et avait du mal à comprendre ce qui se passait, alors tout ce qu'elle a vu ensuite, c'est une explosion qui a coûté la vie à Tacle. Assister à la mort de Tacle fut trop difficile à supporter pour la jeune Yuriko, et cette expérience traumatisante la laissa complètement dévastée. Elle plongea dans un abîme suffocant de désespoir, sans aucun espoir de salut. Finalement, le père de Yuriko rentra du travail et fut horrifié de trouver Yuriko noyée dans un océan de larmes. Alors qu'elle se remettait de cette expérience de mort imminente, Yuriko ne pouvait s'empêcher de se demander pourquoi Tacle avait dû mourir et pourquoi Stronger ne l'avait pas sauvée. Son père lui expliqua que le pouvoir ultra-cyclone de Tacle était en fait un mécanisme d'autodestruction, un coup fatal où elle sacrifiait sa vie pour vaincre l'ennemi. L'ennemi qu'elle combattait était tout simplement trop puissant, et elle n'avait pas d'autre choix. Sa vie prit fin, mais Tacle réussit à sauver la situation et à protéger Stronger. Le fait que Tacle ait sauvé Stronger apporte un certain soulagement à Yuriko, et son père ajoute que Tacle était sans aucun doute la meilleure héroïne qui ait jamais existé. C'est exactement pour cette raison qu'il a donné son nom à Yuriko. Elle défendait la justice et, même si elle était battue à plate couture, elle continuait toujours à se battre. Tacle a même continué à se battre jusqu'à la fin. Le discours de son père était exactement ce dont Yuriko avait besoin, car il a finalement réussi à réparer son cœur brisé. Peu après, le père de Yuriko lui a révélé qu'il lui avait confectionné un costume. C'était le costume de Tacle, et il a déclaré que Tacle n'était pas morte, car elle était juste devant lui. Yuriko était stupéfaite et a fondu en larmes, se demandant si elle pouvait vraiment être Tacle. Son père a également versé une larme en lui assurant qu'elle était Tacle, et Yuriko a repris confiance en elle. Yuriko a pris la pose caractéristique tout en s'annonçant comme l'humaine électromagnétique, Tac, et elle a dit à son père fier qu'elle serait désormais Tacle. Depuis lors, Yuriko s'efforce chaque jour de ressembler davantage à Tacle. Elle a aujourd'hui 24 ans et poursuit dans cette voie tout en travaillant comme enseignante. Cependant, sa haine pour ce nouveau Kamen Rider est immense, qu'elle qualifie de faux et d'imposteur. Elle refuse d'être surpassée par un imbécile qui ne fait même pas les choses correctement et déclare qu'elle est la deuxième Tacle. Elle étale sa haine pour lui sur son tableau noir, mais les élèves n'ont aucune idée de ce que cela signifie. Cette nuit-là, Nakao annonce à ses sbires qu'ils vont cambrioler 5 supérettes. Les gars n'arrivent pas à croire qu'ils continuent à faire ça et sont persuadés qu'ils vont bientôt se faire prendre s'ils continuent à multiplier les délits. Nakao ne veut toutefois pas entendre leurs plaintes et leur révèle qu'il se joindra à eux cette fois-ci. Les sbires tentent de lui dire qu'ils peuvent s'en occuper eux-mêmes, mais Nakao a un message à leur transmettre. Il explique de manière théâtrale qu'il est un combattant, mais que les gens comme lui ne sont plus très utiles de nos jours. Le mieux qu'il puisse faire, c'est de traîner les 3 autres avec lui, en agissant comme s'il était encore un enfant. Nakao dit qu'il aurait préféré ressembler à un monstre comme Spider-Man de Kamen Rider, mais les voyous ne comprennent toujours pas de quoi il parle. Son discours étant terminé, il demande à son équipe de se préparer et de s'assurer de mettre du cœur à l'ouvrage cette fois-ci. Ailleurs, Asano avoue à Yuriko qu'il l'aime. Il a à peine eu le courage de le faire, mais maintenant qu'il l'a fait, Asano s'assure de le répéter encore et encore. La déclaration d'amour de l'un de ses élèves choque Yuriko et la laisse sans voix. Non loin de là, Nakao et son groupe braquent un magasin de proximité et partent vers le suivant. Les garçons paniquent lorsqu'ils voient arriver la police, et Yuriko est stupéfaite de voir un braquage de choker se dérouler sous ses yeux. De plus, leur chef semble être assez puissant. Nakao n'a pas du tout peur de la police, alors il frappe instantanément l'un des policiers au visage. Asano est inconscient du monde qui l'entoure et continue de déclarer sa flamme à Yuriko, mais celle-ci est horrifiée en voyant Choker anéantir la police. Les voyous se demandent s'il est judicieux de frapper les policiers, mais Nakao est déjà en route vers le prochain magasin de proximité. La stupéfaction de Yuriko se transforme rapidement en horreur lorsqu'elle réalise que les voleurs Choker sont sur le point de s'enfuir. Ils sont sa proie depuis aussi longtemps qu'elle se souvienne, alors elle abandonne l'enfant et se lance à leur poursuite. Ailleurs, Tojima lit l'article sur les exploits de Kamen Rider, et il n'arrive toujours pas à croire que c'était lui. À ce moment-là,
il reste bouche bée lorsqu'il rencontre à nouveau les voleurs de Shocker. Il les interpelle pour leur signaler sa présence, mais ils n'ont aucune idée de qui il est. Tojima réalise rapidement son erreur et s'accroupit pour enfiler son costume. Il met son masque en disant « Transformation » et en prenant la pose de Kamen Rider. Les voyous le reconnaissent immédiatement comme étant celui qui les a battus l'autre jour, et Nakao n'est clairement pas content. Tojima déclare qu'il est Kamen Rider, et les émotions qui se cachent derrière cette déclaration sont toujours aussi fortes, car il recommence à pleurer. Tojima annonce qu'il les cherchait, mais les voyous ne peuvent s'empêcher de penser au fait qu'il pleure à nouveau. À proximité, Asano poursuit désespérément l'amour de sa vie, mais elle est trop concentrée sur sa cible. Cependant, les choses prennent une tournure encore plus folle pour elle lorsqu'elle aperçoit la personne qu'elle déteste le plus. C'est le type qui a neutralisé les voleurs Shocker qu'elle était censée neutraliser en premier. Pire encore, c'est un imposteur bon marché qui se promène avec un simple masque. Ses crimes contre l'humanité ne peuvent être ignorés, elle jure donc de l'arrêter. Pendant ce temps, Tojima est prêt pour le combat, il dit donc au sbire de Shocker de se lancer. Yuriko comprend clairement qu'il essaie de lui voler sa proie, mais elle refuse de le laisser faire sous ses yeux. Elle prononce le nom d'Asano pour le calmer, et tous ses rêves les plus fous se réalisent lorsqu'elle se déshabille devant tout le monde. Rien n'est plus important pour Yuriko que ses objectifs, alors elle enfile son uniforme tacle et demande à Asano de garder son sac. Tojima en a assez de voir Shocker rester là sans rien faire, alors il décide qu'il va devoir attaquer le premier pour mettre fin à leur série de crimes. Il commence à dire de manière théâtrale, « Rider Ponche », mais il est interrompu par Yuriko, dont l'attaque l'envoie valdinguer. Les voleurs de Shocker n'ont aucune idée de ce qui se passe, et Yuriko prend la pose caractéristique tout en s'annonçant comme l'humaine électromagnétique, tac. Personne n'est plus choqué que Tojima, qui la reconnaît instantanément comme étant Tacle de la série, et elle déclare que Tacle est toujours en vie. Les voyous se demandent si seul son corps a mûri, car son cerveau pense toujours comme celui d'une enfant. L'un d'eux lui offre des bonbons, mais Yuriko lui montre rapidement qu'il ne s'agit pas d'un jeu en le soulevant dans les airs. Tojima n'en croit pas ses yeux, et Yuriko utilise son lancer électromagnétique pour envoyer le voyou directement sur les autres malfrats. Tout le monde regarde avec stupéfaction Yuriko vaincre les méchants. Yuriko se précipite pour récupérer son sac, et Asano la remercie de lui avoir donné cette chance. Elle doit l'empêcher de révéler son vrai nom, et il promet de garder son secret. Yuriko fait une sortie héroïque, et Asano lui avoue une nouvelle fois son amour. Nakao est agacé par la jeune fille alors qu'il retire son masque, et il dit à Tojima que leur querelle n'est pas terminée. Tojima s'empresse de faire remarquer que la jeune fille l'a également frappé, mais ils n'ont pas le temps de discuter car les sirènes de police retentissent au loin. Nakao se contente de s'exclamer qu'il a toujours préféré Shocker, puis il part avec son équipe. Tojima enlève son masque et se demande qui était cette fille. Elle est un mystère total, mais il y a quelque chose d'autre chez elle qui le captive. Cette fille semble aimer Tacle autant qu'il aime Kamen Rider, voire plus. Le lendemain matin, Yuriko est ravie de voir qu'il y a cette fois des articles sur Tacle. Plus tard, Nakao et son équipe se réunissent à nouveau après avoir été vaincus. L'un d'eux se demande ce que Nakao tient dans ses mains, alors il révèle qu'il a trouvé un masque de monstre dans un magasin. Il était en solde, alors il l'a acheté et l'a un peu personnalisé à la manière de Shocker. Nakao le met et stupéfie ses subordonnés en déclarant que le porteur le transforme en un monstre connu sous le nom de Yakuza-man. Il se demande de quoi il a l'air, mais les sbires sont sans voix. Nakao est cependant tout à fait sérieux lorsqu'il fait remarquer qu'il y a désormais des motards et des tacles dans les rues. S'il y a de la place pour eux, alors il y en a aussi pour un monstre comme Yakuza-man. Il annonce qu'ils vont poursuivre leur travail cette nuit, mais les gars espèrent vraiment qu'ils ne parlent pas de ce qu'ils pensent. À leur grand désarroi, Nakao déclare qu'ils vont attaquer un autre magasin de proximité. Au Rosemart voisin, un streamer en direct discute avec ses spectateurs. Il révèle qu'il va acheter pour 100 000 yens de snacks parce que c'est un contenu haut de gamme, et il vide tout un rayon. C'est alors que les voleurs Shocker font leur apparition. Ils terrorisent tout le monde, et Nakao ordonne à la caissière de lui remettre tout l'argent. La jeune fille se contente de crier à l'aide sans bouger d'un pouce, ce qui amène Nakao à se demander pourquoi elle ne s'enfuit pas. Le streamer se cache à proximité et, au lieu de faire quoi que ce soit d'utile, décide de changer le titre de son stream en « Live Shocker Robbery, braquage Shocker en direct ». Il est sûr que des centaines de spectateurs vont affluer, mais l'un des voyous le repère. Le voyou fait remarquer que le gamin achète beaucoup trop de snacks, mais le streamer ment et prétend que c'est son dîner. Le Shocker s'inquiète que l'enfant devienne gros, mais le streamer lui fait remarquer qu'il l'est déjà. Tout cela est assez effrayant, car la vie de l'enfant pourrait être en danger, mais il est toujours excité parce que son stream fait un tabac. Il a été publié sur de nouveaux sites et les spectateurs affluent par milliers. Le nombre de ces spectateurs approche rapidement les 100 000 et il se dit que c'est enfin son moment de gloire. À proximité, nous voyons que Tojima regarde le live stream et se précipite sur place avec la justice en tête. Il remarque une fille au hasard qui se précipite à côté de lui, et ils se demandent tous les deux où ils se sont déjà vus. De retour au magasin,
Un homme dit à Nakao qu'il est une nuisance. Le streamer n'en revient pas du contenu qu'il obtient, car il y a maintenant un client justicier sur les lieux. Nakao exige de savoir qui est cet homme, mais celui-ci explique simplement qu'il est là pour leur dire d'arrêter ce qu'ils font. Les voyous se demandent si cet homme se prend pour une sorte de héros, mais il se trompe complètement. À la surprise générale, cet homme prend la pose de Shocker et se transforme instantanément. Nakao et son équipe sont figés d'admiration devant ce qu'ils viennent de voir, car cet homme est clairement ce qu'il prétendait être. Le streamer est également sans voix, et les deux héros sont horrifiés par l'arrivée de cet homme. Ce dernier en a assez d'entendre parler des récents vols commis par Shocker, et il est dégoûté. Il traite Nakao et son équipe d'imposteurs de Shocker, et leur dit d'écouter attentivement le son de la vraie organisation. Nos deux héros arrivent sur les lieux du cambriolage, et Tojima s'excuse très naturellement. Il ne veut pas que son identité soit découverte, alors il s'accroupit pour mettre son masque et déclare que sa transformation est terminée. Yuriko est horrifiée car elle vient de réaliser que le type qui se fait appeler Kamen Ride est apparu. Tojima se retourne de manière théâtrale pour annoncer son arrivée, mais Yuriko l'interrompt avec colère. Elle déclare que ce qu'il fait n'a rien à voir avec Kamen Ride et se déshabille pour lui montrer comment faire. Yuriko enfile son uniforme complet et annonce qu'elle est l'électro-humaine. Tojima est choqué de voir le tacle de l'autre jour, et elle lui fait remarquer qu'il n'est qu'un homme d'âge mûr qui porte un masque bon marché. Tojima se demande comment elle peut ne pas avoir honte de porter un uniforme complet comme elle le fait, mais elle n'a pas honte du tout. Ce petit moment fait réaliser à Tojima qu'il n'a pas vraiment honte non plus. À ce moment-là, les voleurs sortent en trompe du magasin après avoir été frappés par le membre de Shocker. Le streamer n'en revient pas d'avoir un contenu aussi génial pour son stream, mais il est emmené par quelqu'un. Nakao reste là, complètement incrédule, et il ne peut que trembler en se demandant qui est ce type. Il ne peut que se demander si ce type est un vrai Shocker de la série originale, et celui-ci confirme simplement qu'il l'est. Nakao est maintenant celui qui fond en larmes, car il a toujours admiré Shocker depuis son enfance. Nakao commence à raconter son enfance et comment Shocker l'a inspiré à devenir un chef de gang, mais l'homme s'en moque complètement. Il ne perd pas de temps et envoie Nakao valdinguer contre le plafond d'un coup de pied. Il se tient debout, menaçant, tandis que le corps de Nakao se balance dans les airs, et Yuriko ne sait pas trop quoi penser de la situation. Elle est toutefois surprise de voir que Tojima est en larmes. Il adore tout ce qui touche à Kamen Ride, et voir le vrai Shocker est une situation incroyable. Tojima se met instantanément en position d'attaque, car avoir un vrai Shocker devant lui signifie que le type sera capable d'encaisser ses attaques les plus puissantes. Il lance son coup de poing de Ride alors que la chanson thème de Kamen Ride résonne dans sa tête, et le Shocker, incrédule, doit se protéger de l'attaque. Cependant, cela le met en rage, et il riposte. Son coup de poing envoie Tojima s'écraser au sol de manière spectaculaire, mais cela ne fait que rendre Tojima encore plus émotif. C'est comme une scène tout droit sortie de la série Kamen Ride, et le fait que tout soit si réel le laisse sous le choc. Tojima dit de manière dramatique au Shocker de se préparer pour sa prochaine attaque, mais Yuriko le repousse d'un coup de poing parce qu'elle veut son tour. Elle annonce qu'elle n'a rien à voir avec le prétendant Kamen Ride, et qu'elle est plutôt la preuve que Tacle est toujours en vie. Yuriko charge en disant qu'elle est aussi Tacle, et elle commence immédiatement par esquiver l'attaque du gars. Elle enchaîne avec une contre-attaque incroyablement puissante, mais le Shocker n'est pas un idiot. Il lance lui-même un coup de pied terrifiant, mais il est stupéfait lorsque Yuriko parvient à l'esquiver. Elle enchaîne avec un pile drivé parfait appelé Electro Wave Throw et le projette au sol. Tojima se jette à nouveau dans la bataille à ce moment-là et utilise son Ride Kick pour écraser les entrailles du Shocker. Yuriko est choquée de voir une attaque aussi puissante et se demande s'ils viennent vraiment de battre un vrai Shocker. Elle est rapidement contrariée et regrette que Tojima soit intervenu, mais les lumières s'éteignent dans le magasin. Un homme mystérieux apparaît et exprime son incrédulité devant le fait que des humains ordinaires soient capables de battre un combattant. Nos héros n'ont aucune idée de qui est cet homme terrifiant, mais il dégage une sorte de pouvoir. Il est capable de faire des choses vraiment étranges, comme laisser tomber le corps du combattant, qui se transforme alors en une bouillie informe. Nos héros sont alors horrifiés lorsque l'homme ouvre la bouche, révélant qu'il est une sorte de monstre. Une fléchette s'envole alors de sa bouche et frappe le combattant de Shocker, le corrodant également. L'homme prend un moment pour envisager de faire de même à Nakao, mais décide de ne pas le faire, car se débarrasser d'un trop grand nombre d'entre eux pourrait lui causer des problèmes plus tard. Nos héros sont complètement incrédules lorsque cet homme s'en va, et ils réalisent tous deux qu'il était le membre le plus réel de Shocker qu'ils aient rencontré. Ensuite, nos héros se révèlent leur véritable identité. Yuriko fait remarquer qu'il est inacceptable pour un homme de 40 ans comme Tojima de courir partout avec un masque en prétendant être Kamen Ride. Elle dit que c'est quelque chose que seuls les enfants devraient faire, mais Tojima déclare fièrement que son cœur est plus Kamen Ride que n'importe quel enfant ne pourrait jamais l'être. Yuriko ne sait même pas comment répondre à cette déclaration insensée. Cependant, elle est reconnaissante pour cette conversation ridicule, car elle l'aide à ne pas se focaliser sur ce dont ils viennent d'être témoins. Shocker est plus réel qu'ils ne l'auraient jamais imaginé, et ils viennent également de battre l'un de leurs combattants.
Pire encore, cet homme était un véritable monstre, mais Yuriko n'arrive toujours pas à comprendre. À ce moment-là, nos héros sont surpris lorsque leur serveur comprend exactement de quoi il parle. Il regardait le stream lorsque tout s'est passé, et il se présente sous le nom de Mitsuba. Il est en fait le gérant de ce restaurant, et il révèle qu'il est comme eux deux. Ils sont tous du même acabit, et il l'a su dès qu'ils ont franchi la porte avec leur déguisement. Yuriko précise qu'ils ne sont pas des cosplayers ou quoi que ce soit d'autre, mais Mitsuba le sait déjà. Il a compris à quel point ils étaient sérieux en écoutant leur conversation, c'est pourquoi il a décidé de leur révéler quelque chose. Mitsuba confirme que Shocker existe bel et bien et explique qu'il est l'un des rares témoins de leurs méfaits. Mitsuba propose de leur raconter son histoire, mais les prévient qu'elle est très longue. Il explique qu'elle couvre toute sa vie, de son enfance jusqu'à aujourd'hui, et qu'elle pourrait probablement remplir 5 romans entiers. Il faudrait 3 heures pour la raconter, mais cela pourrait prendre 6 heures s'il se laissait emporter par ses explications. Tojima est très impatient d'entendre chaque détail, mais Yuriko pense que c'est le moment idéal pour rentrer chez elle. Malheureusement, Mitsuba a déjà commencé à raconter son histoire, et nous voyons qu'une mystérieuse jeune fille les observe. Mitsuba explique que tout a commencé quand il avait 6 ans. Il y avait une maison devant laquelle lui et son frère passaient tous les jours en rentrant de l'école, et cet endroit était une propriété négligée. C'était une maison de jardin envahie par les fruits, où poussaient des tomates et des pastèques partout. Un jour, ils ont été terrifiés par un homme qui est sorti de cette maison, mais celui-ci leur a simplement offert des légumes. Mitsuba et son frère ont adoré le goût des tomates, alors l'homme leur a proposé de leur en donner autant qu'ils le souhaitaient chaque fois qu'ils passeraient. Malheureusement, les voisins de cet homme n'appréciaient pas beaucoup sa maison, alors ils ont commencé à se plaindre du fait que tous ces fruits attiraient des animaux indésirables et leurs déchets. Les hommes qui sont venus l'informer étaient terrifiés par les abeilles qui s'y trouvaient, alors ils sont partis en lui demandant simplement de nettoyer les lieux. Mitsuba et son frère continuaient à venir, car ils s'étaient habitués à goûter tous les fruits et légumes que l'homme leur offrait. Cependant, des voyous ont également demandé à l'homme de se débarrasser de toutes ces plantes. On ne sait pas exactement pourquoi ils étaient si en colère, mais ils ont même menacé de brûler toutes ces plantes ainsi que toute sa maison. L'homme n'a toutefois pas prêté attention à leurs menaces et leur a simplement proposé de manger autant qu'il le voulait des fruits et légumes qu'il avait. Les hommes étaient furieux et ont rappelé à l'homme qu'ils étaient sérieux. La vie de l'homme était en danger, et ils ont répondu qu'ils ne voulaient pas de ces stupides légumes. L'homme a supposé qu'ils n'étaient tout simplement pas fans de légumes, alors il leur a proposé des kakis à la place. Le voyou a répété avec colère ce qu'il venait de dire, mais s'est interrompu en se souvenant que les kakis étaient en fait plutôt bons. Il en a goûté un et a été surpris par son goût délicieux. L'autre voyou l'a imité, et leur vie a changé pour toujours. À ce moment-là, Yuriko interrompt cette charmante histoire et rappelle à Mitsuba qu'il était censé leur parler de Shocker. Mitsuba, cependant, est un amateur de bonnes histoires, et il rappelle à ses auditeurs qu'une bonne introduction est le meilleur moyen d'intéresser davantage les gens à l'histoire. Mitsuba reprend son récit juste après que les voyous aient fini de déguster les délicieux fruits. L'homme leur a dit qu'il pouvait revenir quand il le voulait, mais l'un des voyous lui a simplement donné un coup de poing. Les enfants sont choqués, et le voyou leur explique que la qualité des fruits n'a aucune importance. Les voisins de l'homme les ont payés pour le menacer, mais le voyou veut qu'ils sachent que ce n'est pas personnel. En remerciement pour les fruits, les hommes décident de revenir le lendemain pour régler leurs affaires, mais l'homme a déjà pris sa décision. Il savait qu'il ne pouvait plus vivre dans cette maison, et les voyous étaient heureux qu'ils commencent enfin à comprendre. Il s'est toutefois avéré que c'était eux qui se méprenaient, car l'homme a expliqué qu'il allait brûler sa propre maison avec les voyous. L'attitude de l'homme a complètement changé à ce moment-là, alors qu'il répétait que tout devait brûler, y compris les voyous. Tout le monde a alors été complètement stupéfait lorsqu'il s'est transformé en un véritable Shocker. Les voyous ont quand même essayé de se battre contre lui, mais ils ont fini par se faire détruire. Mitsuba et son frère se sont cachés, terrifiés, et l'homme est simplement retourné chez lui, calme. Le combattant Shocker a immédiatement mis le feu à sa maison avec une énorme explosion, alors les enfants ont réveillé les voyous pour qu'ils puissent tous s'enfuir. Tojima reste sans voix lorsque Mitsuba explique que c'était sa première rencontre avec Shocker et que cela a marqué le début de sa quête permanente pour les retrouver. Mitsuba explique ensuite que l'histoire ne fait que devenir plus dramatique à partir de là. Yuriko n'arrive pas à croire qu'il y ait encore plus à raconter, mais Tojima est impatient d'entendre la suite. À ce moment-là, l'un des employés de Mitsuba lui rappelle qu'il n'est pas convenable pour un manager de rester assis avec des clients. Mitsuba accepte docilement de retourner travailler lorsqu'elle le lui demande, et il explique à nos héros qu'il sort en fait avec cette fille. Mitsuba suppose que sa petite amie est simplement jalouse de la beauté de Yuriko, mais Tojima répond qu'il n'avait pas vraiment besoin de savoir tout cela. Mitsuba a toutefois une dernière chose importante à leur dire. Il révèle que Shocker s'est déjà infiltré dans la société humaine à un degré considérable et qu'ils peuvent se trouver n'importe où. Tojima ne s'est jamais senti aussi vivant après avoir entendu tout cela, et Yuriko convient qu'ils devront combattre Shocker parce qu'elle est tacle.
Tojima devient nerveux lorsqu'il lui demande si elle veut également connaître son histoire, mais Yuriko n'est pas intéressée. Elle décide d'en rester là pour aujourd'hui, mais Tojima lui demande d'abord d'échanger leurs coordonnées. Il précise que c'est uniquement pour des raisons professionnelles, car ils vont tous deux combattre Shocker, mais il est clairement nerveux. À proximité, Mitsuba s'excuse auprès de Yukarizu, qui semble contrarié de le voir s'amuser avec des inconnus. Elle se demande simplement s'il l'aime vraiment, et lorsqu'il répond par l'affirmative, elle retourne joyeusement au travail. Au fond de lui, Mitsuba s'excuse parce qu'il ne peut pas dire la vérité à Yukarizu. Il ne veut pas qu'elle souffre, et s'il y a une chose qu'il souhaite, c'est combattre Shocker pour la protéger. Yukarizu s'enfuit joyeusement, complètement inconsciente de ses pensées, mais elle redevient très sérieuse pendant un instant. De retour à l'école, Asano écoute Yuriko enseigner un poème à sa classe. Cela lui rappelle le plus beau jour de sa vie, et il se demande si tout cela n'était qu'un rêve. C'était lorsque Yuriko s'était transformée juste devant lui, et il se rappelle que cela ne pouvait pas être un rêve, car les gens en parlaient sur Internet. L'idée d'être le seul à connaître son secret le rend encore plus fou, et les choses prennent une tournure délirante dans son esprit. Il s'imagine demander des choses en échange de garder son secret. La Yuriko fictive se demande de quel genre de choses il parle, mais Asano répond dans la vie réelle qu'il veut toutes sortes de choses. Bien sûr, personne ne comprend ce dont il parle, et toute la classe se moque de lui. Plus tard, Asano décide qu'il doit avoir davantage confiance en lui, mais il remarque que Yuriko est en train de parler à quelqu'un dans le local de rangement du gymnase. La conversation est un peu gênante, car Yuriko demande à une fille de lâcher sa main. La fille avoue son amour pour Yuriko, ce qui choque à la fois Yuriko et Asano. La fille se rend compte que Yuriko ne la reconnaît pas, alors elle change de coiffure et révèle qu'elle est Yukarizu, la serveuse du restaurant. Yukarizu change complètement de ton et exige de savoir ce que Yuriko compte faire avec son petit ami. Yukarizu traite Mitsuba d'idiot parce qu'il est obsédé par Kamen Rider et Shocker et qu'il a misé toute sa vie pour prouver que Shocker existe vraiment. Selon elle, il est plutôt séduisant, ce qui le rend très populaire, mais les filles ne lui ont jamais adressé la parole plus d'une fois. Il n'y a pas eu une seule fois où une fille lui ait parlé 2 fois, et elle se demande si Yuriko peut deviner pourquoi. Yuriko ne répond pas, alors Yukarizu explique que c'est parce qu'elle les tabasse toujours. Cette fille explique ensuite que même si elle déteste l'obsession de Mitsuba pour Shocker, c'est quand il fulmine contre eux qu'elle l'aime le plus. Yuriko n'a aucune idée de ce que cette fille veut dire, alors elle lui dit simplement que c'est une information que Yukarizu doit garder pour elle. Yukarizu rit comme une psychopathe, alors Yuriko commence à partir, mais la fille folle a encore une chose à dire. Elle révèle que le plus drôle dans tout ça, c'est que Mitsuba est incroyablement obsédé par l'idée de détruire Shocker, mais qu'il ne se rend pas compte que sa propre petite amie en est membre. Cela arrête Yuriko dans son élan, et elle est stupéfaite lorsque Yukarizu se transforme. Elle prend la pose classique et dit à Yuriko que sa vie est sur le point de prendre fin. Asano perd complètement la tête après avoir vu une véritable transformation, mais son cri de fille le trahit. Yukarizu se rend compte qu'il vient de découvrir sa véritable identité et décide que sa vie doit également prendre fin. Heureusement pour lui, Yuriko est toujours prête à se transformer, et elle dit à Yukarizu que personne ne mourra aujourd'hui. Yuriko se présente comme l'électro de la technologie humaine, mais Yukarizu se moque simplement de son uniforme. Elle déclare qu'un costume n'aidera pas Yuriko à survivre, mais Yuriko la projette à travers la pièce d'un coup de pied. Yuriko renvoie Asano chez lui, mais Yukarizu refuse de le laisser vivre. Après avoir découvert son secret, elle annonce qu'elle va mettre fin à leurs 2 pitoyables vies humaines, mais Yuriko lui fait remarquer que son petit ami est également humain. La voix de Yukarizu redevient féminine lorsqu'elle répond qu'il ne compte pas, mais elle recommence aussitôt à se battre comme une brute. Ses coups de poing sont féroces, et Yuriko ne peut survivre qu'en esquivant et en bloquant l'un d'eux avec son pied. Yukarizu n'arrive pas à croire que Yuriko parvienne à survivre aussi longtemps, alors elle lui rappelle qu'elle n'est qu'une humaine. Yukarizu prévoit de mettre fin au combat avec son prochain coup de poing, mais Yuriko fait seulement semblant d'être touchée. En réalité, elle utilise la propre attaque de Yukarizu pour prendre l'avantage, et Yuriko déclare que son prochain mouvement s'appelle le « lancer d'ondes électriques ». L'attaque est incroyablement puissante, car elle projette Yukarizu tête la première au sol. Ailleurs, Tojima s'entraîne, mais il est interrompu par un message de Yuriko, qui lui demande de l'aider pour quelque chose. Plus tard, nos héros apportent le corps inconscient de Yukarizu à Mitsuba. Il ne parvient toutefois pas à reconnaître qui c'est, alors Yuriko lui révèle que sa petite amie fait en réalité partie de Shocker. Au début, Mitsuba n'y croit pas vraiment, mais son visage est clairement le même, et il est horrifié. Yuriko ne peut même pas imaginer la douleur qu'il doit ressentir après avoir découvert qu'une personne qu'il aimait fait partie de Shocker, mais il n'arrive pas non plus à croire qu'il ne s'en soit jamais aperçu. Sous le choc, Mitsuba révèle que Shocker est également l'ennemi juré de toute sa famille. Tojima est extrêmement intrigué par cette nouvelle information, alors Mitsuba décide qu'il va devoir leur raconter la suite de son histoire. Elle s'intitule « Mitsuba,
son frère et Shocker, l'arc de la rencontre avec le monstre. Tojima est impatient de l'entendre, mais Yuriko espère juste qu'il ira droit au but cette fois-ci. Mitsuba poursuit en expliquant qu'après avoir découvert l'existence de Shocker pendant l'été, son frère et lui sont allés séjourner chez leurs grands-parents. Une nuit, des voleurs sont apparus de nulle part et ont roué leur grand-père de coups. Les voleurs se sont disputés sur la manière de l'attacher, mais le frère de Mitsuba était furieux après avoir vu ce qu'ils avaient fait à son grand-père. Son frère s'appelle Ishio, et son corps tout entier était rempli de rage. Ishio a alors fait preuve d'incroyable talent de combattant en commençant à tabasser le voleur. Mais celui-ci en a finalement eu assez et a révélé qu'il était un combattant de Shocker. C'était la deuxième fois que le frère rencontrait Shocker, mais Ishio n'avait pas peur. Ses puissantes attaques ont repoussé Shocker, mais celui-ci a riposté sans relâche. Mitsuba a également reçu un coup de poing et la famille a été ligotée. Les voleurs étaient recherchés par la police car ils venaient de commettre un autre crime, mais la femme ne comprenait pas quelque chose. L'homme était un combattant de Shocker, mais il commettait des crimes avec une humaine comme elle. Elle ne comprenait pas pourquoi il voulait faire cela, car cela signifiait que la police et Shocker allaient tous deux le rechercher. L'homme s'en moquait cependant, car il pensait simplement qu'ils formaient une équipe cool, comme Bonnie et Clyde. Malheureusement pour eux, leur petit fantasme allait connaître une fin tragique lorsque la grand-mère de Mitsuba rentra chez elle. Ishio l'informa rapidement qu'ils étaient en train de se faire cambrioler, et le voleur fut stupéfait de voir à quel point cette grand-mère était imposante. Elle enfonça un râteau dans l'épaule du voleur et détacha sa famille. Elle commença à traîner les voleurs hors de sa maison, mais l'homme se transforma à nouveau en combattant. Ishio voulait se précipiter pour aider sa grand-mère, mais le bon vieux grand-père lui expliqua qu'elle pouvait très bien se débrouiller seule. Cependant, ils furent choqués lorsqu'ils entendirent un bruit terrifiant. Ils se précipitèrent dehors, et ce qu'ils virent alors traumatisa les garçons à vie. Une bête massive avait massacré les 3 personnes, y compris la grand-mère. Le grand-père était absolument horrifié de voir le corps sans vie de la femme qu'il aimait. Il l'a appelée et s'est précipité avec rage sur la bête. Bien sûr, il n'était pas de taille face à cette créature, qu'il a facilement éliminée d'un seul coup. Les frères étaient paralysés par la terreur, et la bête s'est contentée de déplorer que les choses aient tourné au désastre. Elle a vu les garçons, mais les a simplement traités de morveux avant de s'envoler. Les frères étaient complètement impuissants, et tout ce qu'ils pouvaient faire était de pleurer leurs proches décédés. Mitsuba dit qu'il n'en est pas sûr, mais que cette bête était très probablement un monstre Shocker. À ce moment-là, une voix confirme que ses grands-parents ont été éliminés par Shocker. Son entrée est tout aussi spectaculaire que celle de nos héros, et Yuriko n'en revient pas de l'aura qu'il dégage. Mitsuba révèle qu'il s'agit de son frère, Ishio, et qu'il leur a demandé de venir rencontrer nos héros. Soudain, Mitsuba se rend compte que quelque chose de terrible pourrait arriver. Les frères ont désespérément cherché à se venger de Shocker toute leur vie, et Mitsuba ne sait pas ce que son frère fera s'il voit Yukarizu sous sa forme Shocker. Ce serait certainement un désastre, alors il décide d'essayer de la cacher. Ishio prononce le mot « ouragan » alors qu'il s'envole dans les airs, et il atterrit de la manière la plus spectaculaire qui soit. Nos héros se présentent, et la tension monte lorsque Tojima révèle qu'ils ont déjà combattu Shocker. Ishio semble presque en colère après avoir entendu cela, et il exige de savoir qui ils sont vraiment. Yuriko ne comprend pas pourquoi il agit ainsi, mais Tojima sait exactement quoi faire. Ishio regarde alors avec étonnement Tojima prendre la pose légendaire en disant « Ridé transforme ». Ishio a du mal à se contenir en assistant à cette incroyable transformation, et Tojima couronne le tout en mettant son masque tout en annonçant qu'il est Kamen Ridé. Ishio se ressaisit rapidement, cependant, car il a une question à poser. Elle est très simple, en fait, il demande simplement qui Tojima considère comme le plus fort des Kamen Ridé. Tojima n'hésite pas un instant et commence à répondre que c'est le premier, mais Ishio l'interrompt. Il prend lui-même la pose de Kamen Ridé de manière spectaculaire, mais il effectue la transformation V3. Ishio déclare alors que le plus fort des Kamen Ridé est en fait V3. Tojima, bien sûr, n'est pas d'accord, et il dit à Ishio qu'il ferait mieux d'être prêt à prouver ses dires. Les autres sont alors choqués lorsque Tojima le défie directement, et Yuriko ne comprend même pas ce qui se passe. Ishio explique qu'un masque ne fait de personne le véritable Kamen Ridé, et qu'il n'a pas besoin de cela. Il ne porte aucun costume et se contente de prendre la pose emblématique de V3. Son regard est très intense, et il demande à Tojima s'il peut voir V3. Tojima le regarde de très près et est absolument choqué lorsqu'il se rend compte qu'Ishio est capable d'incarner V3 même sans aucun uniforme. Tojima déclare qu'il peut vraiment le voir, mais Yuriko pense simplement qu'ils sont tous les deux fous. Ishio explique alors de manière dramatique qu'après que ses grands-parents lui aient été brutalement enlevés, il a abandonné son humanité et s'est consacré entièrement à la vengeance. Rien n'avait plus d'importance pour lui que de s'assurer que les coupables seraient un jour traduits en justice. C'est seulement grâce à ce processus éprouvant que son âme elle-même est devenue V3. Ishio a gagné le respect de Tojima, mais cela ne signifie pas que V3 est le plus fort. Cela signifie simplement que leur combat sera un match de rêve entre le premier Ridé et V3. Les deux hommes se préparent au combat,
mais Yuriko ne comprend toujours pas pourquoi ils veulent se battre. Tojima commence par utiliser son coup de poing signature, mais il est choqué quand Ishio utilise un coup de poing pour le dévier. Yuriko est émerveillé par cette technique incroyable, mais Tojima ne comprend même pas ce qui vient de se passer. Ishio explique que V3 a reçu les pouvoirs combinés des Kamen Riders 1 et 2. Ishio est bien sûr un grand fan, il n'aurait donc pas pris ce nom s'il n'était pas à la hauteur. C'est pourquoi il a fait de grands efforts pour apprendre toutes sortes d'arts martiaux. En ce qui concerne Tojima, cependant, Ishio peut dire d'après sa seule attaque que le style de combat de Tojima est autodidacte. Ishio déclare alors que le fossé entre eux est insurmontable et que Tojima n'est tout simplement pas à sa hauteur. À cause de ces mots, Yuriko décide qu'elle devra être la prochaine à combattre Ishio. Yuriko se prépare à prendre sa pause, mais elle est interrompue par Tojima, furieux. Son attitude a complètement changé après avoir été insulté dans son honneur, et il dit à Yuriko de rester en dehors de cette affaire. La rage est évidente dans ses yeux lorsqu'il déclare que ce combat est le sien et le sien seul. Yuriko regrette en fait de s'être laissée entraîner dans l'action, et Ishio est choquée lorsqu'elle reprend ses vêtements normaux. Elle les laisse continuer, mais Ishio est toujours sous le choc de ce qu'il a vu. Tojima n'est toutefois pas d'humeur à jouer, et il assène un coup de poing direct au visage d'Ishio. Il rappelle à Ishio de se concentrer sur son adversaire et lui assène un autre coup de poing. Ishio se demande si c'est vraiment le seul mouvement qu'il connaît, et il l'esquive facilement. Tojima parvient toutefois à lui asséner un coup de poing, et Ishio est stupéfait par la puissance de son poing. Ces coups de poing sont extrêmement puissants, et Tojima en assène plusieurs autres. Ishio, cependant, possède des mouvements acrobatiques incroyables, dont l'un s'appelle le coup de pied tournant V3. Cette attaque émerveille tous les spectateurs, mais Ishio n'en croit pas ses yeux lorsqu'il voit que Tojima l'a prise de plein fouet et l'a bloquée. C'est à ce moment précis qu'Ishio comprend quelque chose et recule. Il est toujours incrédule et se demande si Tojima est quelqu'un qui a la même âme que lui. Ce développement intéressant le rend encore plus enthousiaste pour leur combat, mais tout s'arrête brusquement lorsque Yukarizu se réveille. Cela prend un peu trop de temps à Ishio, mais il finit par fixer son regard sur la ceinture Shocker de Mitsuba. C'est le pire cauchemar de Mitsuba, car Ishio réalise qu'elle fait partie de Shocker et perd la tête. Yukarizu est horrifié de voir qu'elle est toujours sous sa forme Shocker, mais il est trop tard pour faire quoi que ce soit, car Ishio, furieux, se précipite sur elle. Il met toute sa rage vengeresse dans ce seul coup de poing, mais il est stupéfait lorsque son propre frère l'arrête. Ishio, confus, prend ses distances et exige que son frère lui explique pourquoi il défend une membre de Shocker. Mitsuba comprend ce qu'elle est, mais il explique également que Yukarizu est sa petite amie. Yukarizu finit par être plus horrifiée que quiconque lorsqu'elle réalise que Mitsuba connaît son secret. Ishio n'a jamais été aussi en colère qu'après avoir entendu cela, il n'arrive même pas à y croire et demande à Mitsuba de répéter. Mitsuba ne recule pas d'un pouce et répète que Yukarizu est peut-être une Shocker, mais qu'elle reste sa petite amie. Cela fait chaud au cœur de Yukarizu qui rougit et demande à Mitsuba de répéter. Mitsuba le répète courageusement une troisième fois, et Yukarizu lui dit alors qu'elle l'aime plus que tout. Ishio observe la scène avec horreur, mais Yukarizu explique qu'elle a autre chose à dire. Mitsuba connaît désormais son identité, et ce qu'il faisait ne peut plus continuer. Sa mission en tant que membre de Shocker était d'approcher ceux qui connaissaient leur existence et de les surveiller. S'ils avaient des camarades, son travail consistait à s'assurer qu'ils emportent leurs connaissances dans la tombe. Malheureusement, Yukarizu doit faire son travail, alors elle envoie un signal. Ce signal est reçu par plusieurs personnes d'apparence normale à travers la ville, mais elle se transforme tout en se précipitant vers l'emplacement de Yukarizu. Nos héros sont alors stupéfaits de se retrouver encerclés par plusieurs combattants de Shocker. Yukarizu s'excuse auprès de son bien-aimé Mitsuba et se met à pleurer, tandis que Mitsuba a du mal à comprendre ce qui se passe. Yukarizu lui dit une dernière fois qu'elle l'aime, mais déclare que sa vie doit maintenant prendre fin. Yukarizu pleure encore plus en disant à Mitsuba qu'elle l'aimait vraiment. Elle s'excuse cependant, car elle ne peut tout simplement plus l'aimer. Les combattants Shocker chargent tous en même temps, nos héros doivent donc agir immédiatement. Yukarizu est complètement prise au dépourvu lorsque les deux Kamen Riders commencent à balayer le sol avec leur Shocker. Yuriko se transforme rapidement à son tour et se joint à la bataille avec un puissant coup de poing. Yukarizu est horrifié car les choses ne se passent pas comme prévu et les héros commencent à dominer les attaquants. Yukarizu commence à perdre la tête car elle n'avait aucune idée que les amis de Mitsuba étaient des héros incroyablement puissants. Tojima utilise son coup de pied signature et Yuriko projette les ennemis avec son lancer d'ondes électriques. En quelques secondes, le combat est déjà terminé et Yukarizu a du mal à comprendre ce qu'elle vient de voir. Ces personnes sont clairement des humains, mais elles ont réussi à éliminer toute une escouade de Shocker. Ishio fait remarquer qu'elle est la seule adversaire qu'il lui reste à vaincre, mais Mitsuba prend une nouvelle fois sa défense. Personne ne peut croire qu'il continue à la protéger, mais Mitsuba demande à tout le monde de lui laisser un moment afin qu'il puisse parler avec Yukarizu. Il est cependant choqué lorsqu'Ishio refuse. Ishio veut des réponses, il exige donc de savoir si Mitsuba a l'intention d'épouser la combattante Shocker. Bien sûr,
Tout le monde est surpris par cette question très personnelle, mais elle est très simple aux yeux d'Ishio. Il dit qu'un homme et une femme qui sont ensemble ont l'intention de se marier, mais même Yuriko trouve cela trop simpliste. Mitsuba espérait trouver un compromis, mais Ishio déclare qu'il n'y en a pas. Soit Mitsuba l'épousera, soit il ne l'épousera pas, et c'est tout. Mitsuba essaie désespérément de trouver une issue, mais Ishio lui dit que ce sont ses deux seules options. Mitsuba tente à nouveau de proposer un compromis, mais cela lui vaut un coup de poing de la part de son frère. Ishio exige que son frère fasse son choix immédiatement, mais ils sont interrompus par quelqu'un. Nos héros sont terrifiés lorsqu'ils réalisent rapidement qu'il s'agit du monstre qu'ils ont vu plus tôt. Il est curieux de savoir combien de combattants ils ont vaincus, mais Ishio est sous le choc en apprenant que cet homme est un véritable monstre shocker. Même Yukarizo est terrifiée par cet homme, car elle explique qu'il s'agit de son patron. Ishio veut confirmer que ce type est un vrai monstre, mais celui-ci n'est pas intéressé par ces questions. Il dit qu'Ishio semble être du genre à causer des problèmes partout où il va, et il est sûr qu'il est un jobéa en matière de bonne manière. Il est évident que ce type est au moins un ennemi, alors Ishio surprend tout le monde en lui donnant un coup de poing en plein visage. Mais cela s'avère être une grave erreur, car l'homme se transforme en monstre et envoie Ishio valdinguer. La force de son lancer est incroyablement puissante, et Ishio parvient à peine à retrouver son sang-froid. Mitsuba se moque de tout le reste, il dit simplement à Yukarizo qu'il la protégera quoi qu'il arrive. Il n'a pas vraiment montré de pouvoir particulier, Yukarizo est donc surprise, et Mitsuba s'enfuit. Yukarizo est complètement perdue, car elle fait partie de Shocker, mais Mitsuba veut quand même la protéger pour une raison quelconque. Ishio se transforme en V3 et dit à la bête qu'il est temps pour lui de passer aux choses sérieuses. Les autres sont également prêts à se battre, mais Ishio insiste pour affronter le monstre seul. Ils commencent à se disputer pour savoir qui va essayer de combattre le monstre en premier, mais la bête se met à émettre un bruit étrange. Ishio comprend qu'elle se moque d'eux, alors il charge avec une rage pure. Il utilise son coup de pied ultra rapide V3, mais la bête l'arrête facilement à main nue. Ishio n'en revient pas, car personne n'a jamais fait ça auparavant, et la bête prend vraiment le contrôle. Elle s'apprête à projeter Ishio au sol, et Ishio se demande si c'est ainsi que sa vie va se terminer. Heureusement pour lui, Tojima l'empêche d'être écrasé au dernier moment, et Yuriko profite de cette distraction pour charger. Elle parvient à attraper la bête, mais celle-ci utilise son élan contre elle. Le coup de poing de Tojima semble causer quelques dégâts, mais le monstre n'est en réalité pas affecté. Sa contre-attaque est cependant incroyablement puissante et envoie Tojima s'écraser contre un mur. Ishio poursuit son attaque et parvient à prendre le dessus. Plusieurs de ses coups frappent la bête au cou, et Ishio finit par lui arracher le visage. Cependant, cela ne fait que laisser tout le monde bouche bée, car le vrai visage du monstre est révélé. Un monstre n'a jamais été aussi réel, et Yukarizo explique qu'il s'appelle Spider-Man. L'araignée explique qu'il ne lui laisse pas vraiment le choix, et il se demande pourquoi ils ont tous cessé de se battre. Nos héros sont paralysés par la terreur, alors l'araignée demande poliment s'il peut prendre l'initiative. Ishio tremble trop pour pouvoir répondre à la question, alors l'araignée déclare qu'il sera le prochain à perdre la tête. Ishio parvient à retrouver son sang-froid juste à temps pour esquiver l'attaque du monstre, et il réalise à quel point il était proche de perdre la vie. L'attaque a laissé un cratère géant dans le sol, mais l'araignée n'a pas encore fini d'attaquer. Elle s'en prend à nouveau à Ishio, et cette fois-ci, Ishio n'a aucun moyen de s'échapper. L'attaque mettra certainement fin à sa vie, mais une corde métallique surgit de nulle part pour capturer la bête. Le monstre est incapable de s'échapper, et tout le monde est stupéfait de voir que c'est Mitsuba qui a capturé la bête. Yukarizo n'avait aucune idée que Mitsuba était capable d'un tel exploit, et nos héros n'arrivent pas à croire que ce garçon timide se soit transformé en un autre héros. Mitsuba est désormais pleinement confiant, et Tojima réalise qu'il est le héros connu sous le nom de Rideman. Rideman était le 4e Ride, et il est apparu dans Kamen Ride V3. Mitsuba déclare qu'il s'est transformé à proximité, mais Yukarizo fait remarquer qu'il a simplement changé de vêtements. Notre garçon réitère qu'il s'agissait bien d'une transformation, et il tire la corde de son arme pour finaliser la capture du monstre. Ishio n'est cependant pas idiot, car il se rend compte qu'ils ne font pas le poids face à cette bête dans leur état actuel. Il dit qu'ils doivent battre en retraite, et Yuriko est d'accord avec lui. Yukarizo hurle de peur alors que l'araignée tente de se libérer, mais Mitsuba lui dit de ne pas s'inquiéter, le fil qu'il utilise est suffisamment solide pour résister à deux chars qui le tireraient dans des directions opposées, il devrait donc avoir juste assez de temps pour s'enfuir. Mitsuba dit à Yukarizo qu'il est temps pour eux de s'enfuir, mais elle n'arrive toujours pas à croire quelque chose. Mitsuba suppose qu'elle est choquée par sa loyauté envers elle, mais en réalité, elle se demande simplement pourquoi il est Rideman. Les yeux de Mitsuba s'illuminent, car il pense qu'elle lui demande pourquoi il a choisi de devenir Rideman. Mitsuba n'est pas du genre à laisser passer l'occasion de raconter une bonne histoire, et Yuriko n'arrive pas à croire qu'il va le faire maintenant. Mais Mitsuba a déjà commencé, alors il dit que l'histoire s'intitule « L'histoire de mon frère et moi en tant que Ride, l'arc du conflit ».
Il commence par expliquer que Kamen Rider V3 a perdu ses parents et sa petite sœur à cause de monstres. Il a également été gravement blessé, alors il a juré de se venger de Shocker. Sa détermination à se venger l'a conduit à faire le sacrifice ultime, il s'est porté volontaire pour que les Kamen Riders 1 et 2 le transforment en cyborg afin qu'il puisse combattre personnellement les monstres. Les frères se sont naturellement identifiés à l'histoire de V3, car eux aussi ont perdu leur famille à cause de monstres. Les garçons jouaient toujours des scènes de la série, mais Mitsuba était jaloux parce qu'Ishio avait toujours le rôle de V3. Mitsuba demandait toujours à son frère de le laisser être V3, mais celui-ci refusait car il ne pouvait y en avoir qu'un seul. Ishio a finalement donné une chance à son frère, mais seulement si Mitsuba parvenait à le battre au combat. Mitsuba n'arrivait pas à croire que c'était sa seule chance, alors il se jeta dans la bataille. Il chargea Ishio avec enthousiasme, mais il se laissa exposer aux attaques d'Ishio. Mitsuba fut définitivement éliminé, alors Ishio lui dit qu'il avait encore beaucoup de chemin à parcourir avant de pouvoir défier le vrai V3. À partir de ce moment, les deux garçons commencèrent à se battre pour savoir qui serait V3. Même en grandissant, Mitsuba rappelait toujours à Ishio sa promesse. Il répétait sans cesse que s'il battait Ishio au combat, il deviendrait V3. Ishio acceptait toujours le défi, et leur combat devenait de plus en plus intense à mesure qu'ils grandissaient. Finalement, Mitsuba réussit à riposter, et il surprit même Ishio en utilisant différents types d'arts martiaux. Cependant, Ishio était également très versé dans les arts martiaux, et leur combat se soldait toujours par une impasse. Ils continuaient néanmoins à se battre jusqu'à l'épuisement, et une fois, leur combat dura exceptionnellement longtemps. À la fin de ce combat, Mitsuba supplia Ishio de le laisser devenir V3 pour une fois, mais Ishio se montra impitoyable. Il fit remarquer que celui qui était le plus dévoué à V3 avait gagné, et que c'était lui. Il dit à Mitsuba qu'il pouvait être Rideman, et il lui coupa le bras en disant que c'était par gentillesse. Alors que Mitsuba se remettait, il dit à son frère qu'il ne comprenait pas sa gentillesse. Il pensait qu'il n'y avait rien de gentil là-dedans, car Ishio venait de casser le bras de son petit frère. Ishio lui donna le masque de Rideman en guise d'explication, mais Mitsuba ne comprenait toujours pas. Le sens caché derrière cela était que Mitsuba ne pouvait toujours pas être V3, mais qu'il pouvait être son partenaire, Rideman. C'était une explication assez décevante, mais Ishio fit remarquer qu'il était l'aîné et que Mitsuba était le cadet. Il avait 5 ans d'expérience de plus que Mitsuba, il était donc logique que Mitsuba soit celui qui apparaisse après V3, et c'était Rideman. Rideman était un scientifique brillant, mais un ennemi nommé le général Yoroi enviait son génie. Ce monstre complota sa chute et dissolut son bras droit dans une cuve d'acide. Les autres chercheurs qui l'admiraient ont pratiqué une opération pour le transformer en cyborg, et c'est ainsi qu'il est devenu Rideman. Mitsuba comprit alors pourquoi Ishio lui avait cassé le bras, mais cela ne rendait pas son geste plus acceptable pour autant. Ishio lui expliqua ensuite que Mitsuba devrait perdre son bras droit pour devenir Rideman, tout comme l'original. Cependant, Ishio avait visé son bras gauche, car Mitsuba était droitier. En cassant le bras gauche de Mitsuba, celui-ci pouvait toujours utiliser son bras droit pour tout faire et devenir ainsi comme le vrai Rideman. Mitsuba se mit à trembler en remerciant Ishio de ne pas avoir abîmé son bras valide. Mais en réalité, il était furieux, alors il rendit l'appareil à Ishio en lui donnant un coup de poing au visage. C'est la fin de l'histoire, mais Yukarizo se demande si Mitsuba est vraiment d'accord pour être Rideman plutôt que V3. Mitsuba n'en était pas sûr au début, mais il a fini par comprendre quelque chose, contrairement aux autres Riders qui sont des cyborgs entièrement convertis, Rideman est une personne normale avec un bras cybernétique. Mitsuba a fini par idolâtrer Rideman, car la façon dont il se battait en s'appuyant sur son intelligence et son bras était vraiment incroyable. Cela fait de Rideman le meilleur à ses yeux, et Tojima ne peut s'empêcher de se demander si Mitsuba a construit le bras lui-même. Mitsuba aimerait expliquer exactement comment il l'a fabriqué, et Tojima est impatient d'entendre chaque petit détail. Cependant, ils n'ont pas le temps pour cela, car les autres leur font remarquer qu'ils doivent s'enfuir. L'araignée les trouve tous très intéressants et se demande qui ils sont. Ils parviennent tous à s'échapper, mais l'araignée ne s'inquiète pas. Il utilise une sorte de télépathie pour ordonner à Yukarizo d'éliminer Mitsuba, et elle tombe sous son contrôle. Yukarizo hurle de douleur, car elle ne peut désobéir à son ordre, et elle frappe Mitsuba au visage. Elle commence à lui asséner une pluie de coups, alors les autres se précipitent pour l'aider. Mitsuba leur dit cependant qu'il maîtrise la situation, car ce problème concerne uniquement Yukarizo et lui. Yukarizo hurle comme un animal enragé, alors Mitsuba essaie de lui dire de se ressaisir. Cela ne fonctionne pas, car elle a complètement perdu la tête, alors elle se libère pour lancer une nouvelle attaque. Mitsuba lui dit une fois de plus qu'il l'aime, ce qui arrête Yukarizo dans son élan. Elle continue de lutter pour reprendre le contrôle de son corps, et Mitsuba s'excuse de ne pas avoir donné de véritable réponse lorsque son frère lui a posé la question plus tôt. Il est désormais prêt à répondre, et dit à Yukarizo que même si elle fait partie de Shocker, il l'aime toujours. Mitsuba veut passer le reste de sa vie avec elle, et dit donc à Yukarizo qu'il devrait se marier.
Nos héros sont complètement incrédules, et Yukarizo fond en larmes. Ce sont cependant des larmes de joie, car elle échappe au contrôle de l'araignée et dit à Mitsuba qu'elle l'aime aussi. Leur affection est bouleversante, mais elle est surpassée par le monstre. L'araignée se libère des fils de Mitsuba, et celui-ci est horrifié car il ne comprend pas ce qu'elle va faire ensuite. Le corps de l'araignée commence à exploser de puissance, et ses muscles géants déchirent son déguisement en lambeaux. Nos héros n'ont jamais eu aussi peur de leur vie, car ils réalisent que cette créature vient de se transformer en monstre. Le sol tremble à chaque pas du monstre, et nos héros sont terrifiés alors qu'il prépare ses griffes pour les attaquer. La bête leur dit qu'ils vont tous mourir alors qu'elle passe à l'attaque, mais Yuriko intervient de manière surprenante pour l'arrêter. Elle se sacrifie pour Mitsuba en lui disant de courir, mais la bête la jette simplement sur les autres. La bête est déconcertée par la trahison de la combattante, qui ne recule pas. Elle supplie Mitsuba de partir et dit au monstre qu'elle s'en chargera seule. Bien sûr, dans un groupe de héros, chacun se sacrifie pour que les autres puissent s'échapper, mais Tojima est le seul qu'ils écoutent. Il explique que dans l'épisode 13 de Kamen Rider, Rider a d'abord été vaincu par l'ennemi. Cependant, après s'être entraîné davantage, il a affronté une armée de monstres ressuscités. Il l'a fait sans hésiter un seul instant et les a combattus tout seul. C'est à partir de ce moment-là que Tojima a décidé d'être comme Kamen Rider. Tout le monde est impressionné lorsqu'il déclare que Kamen Rider ne bat jamais en retraite et qu'il prépare son coup de poing le plus puissant. Son cri de guerre peut être entendu à des kilomètres à la ronde, et ce coup de poing ultime parvient étonnamment à faire tomber le monstre Shocker. La bête continue d'être déconcertée par tout cela et se demande ce qu'est réellement Tojima. Le monstre remarque que des gens les regardent et se rappelle qu'il ne doit pas révéler l'existence de Shocker à cause de ce combat inutile. Il décide de prendre la fuite et s'assure de liquéfier tous les combattants avant de partir. Bien sûr, Tojima a du mal à contenir ses émotions, car cette altercation est la chose la plus cool qui lui soit jamais arrivée. Ils se rendent tous dans un pub après cela, mais la serveuse est choquée de voir Ishio, qu'elle appelle « grand frère ». Elle s'appelle Futaba et est la sœur aînée de Mitsuba Ishio. Elle est en fait la propriétaire et la gérante de ce pub, et elle exige de savoir ce que ses frères font là. Ishio explique qu'il a choisi cet endroit parce qu'il n'a pas vu sa sœur depuis longtemps, mais les incroyables talents de déduction de Tojima lui permettent de comprendre qu'ils ne sont pas en bons termes. Il semble y avoir beaucoup de tensions dans cette famille, et Mitsuba explique que Futaba ne s'intéresse absolument pas à Kamen Rider. Ishio lui dit qu'il aimerait juste prendre un verre, mais Futaba lui rappelle qu'il est interdit d'entrer. Mitsuba tente de la calmer en lui expliquant qu'ils sont là avec des amis, mais elle comprend qu'il s'agit simplement d'autres fans de Kamen Rider. Elle se demande d'où viennent ces gens, mais Ishio lui rappelle qu'elle doit mieux traiter ses clients. Futaba finit par céder et leur donne une salle privée pour boire, mais elle leur demande de rester discrets. S'ils causent des problèmes, elle leur promet qu'ils le regretteront. Après quelques verres, Ishio félicite Tojima pour le puissant coup de poing qu'il a asséné à la bête. Tojima doit même admettre que c'était le meilleur coup de poing qu'il ait jamais donné, et il est heureux de voir que ses années d'entraînement portent enfin leurs fruits. Yuriko n'en revient pas que les garçons boivent de la bière à grande gorgée, et elle explique que cela pose plusieurs problèmes. Tout d'abord, aucun Kamen Rider dans la série ne boit d'alcool. Ishio n'est pas intéressé par son raisonnement, car il a des choses plus importantes à faire. Il ne perd pas de temps et demande à son frère et à Yukarizo si c'est l'heure de la cérémonie. Le couple n'en revient pas qu'il veuille la célébrer ici, dans le pub, mais Ishio est très sérieux. Tout le monde le regarde alors avec étonnement alors qu'il commence lui-même la cérémonie de mariage. Il remercie tout le monde de s'être réunis en ce jour propice et déclare que c'est un honneur pour lui de les avoir tous ici pour célébrer le mariage de son idiot de frère. Cependant, il parle trop fort au goût de Futaba, qui lui demande d'arrêter son discours délirant et d'aller simplement acheter des snacks. Ishio explique qu'il célèbre le mariage de leur frère et qu'il pense que Futaba devrait être là pour l'occasion. Mitsuba présente Yukarizo à sa sœur, et Futaba n'en revient pas de voir à quel point ils sont tous fous. Elle participe quand même, en bonne sœur, et arrive juste à temps pour le discours de Mitsuba. Mitsuba explique qu'il ne pourrait pas être plus heureux de ce mariage, mais qu'il y a une préoccupation dont il doit parler. Yukarizo suppose qu'il s'agit de son appartenance à Shocker, mais Mitsuba l'interrompt pour lui dire que ce n'est pas cela. Il lui a clairement fait comprendre que cela n'avait aucune importance pour lui lorsqu'il lui a demandé sa main. Le problème, en réalité, c'est que Yukarizo n'a jamais accepté sa demande. Mitsuba s'était précipité auparavant, alors il refait sa demande correctement. Il demande à Yukarizo de l'épouser, et elle finit par accepter. C'est un moment merveilleux, mais Futaba ne comprend toujours pas ce que font tous ces gens un peu fous. Tout le monde est cependant heureux pour eux, et le prêtre Ishio déclare qu'ils sont désormais mariés. Les autres héros se présentent à Futaba, qui ne peut que se demander ce qui ne va pas chez eux. Yukarizo explique qu'elle est une combattante de Shocker et révèle comment elle est arrivée ici. Son travail consistait à surveiller les personnes qui connaissaient l'existence de Shocker, et c'est pourquoi elle a invité Mitsuba à sortir. Elle a été surprise par la rapidité avec laquelle Mitsuba a accepté son invitation, mais c'est ainsi que Mitsuba fonctionne. Il ne lui parlait que de Kamen Rider,
et surtout de la façon dont Rideman était différent des autres. C'était étrange au début, mais Yukarizo a fini par aimer la façon dont Mitsuba parlait avec tant de passion de Kamen Ride. Maintenant qu'elle y repense, Yukarizo pense que c'est ce qui a inversé le lavage de cerveau de Shocker. Malheureusement, cela signifie également que Shocker pourrait mettre fin à sa vie à tout moment, mais Mitsuba jure de la protéger quoi qu'il arrive. Ils s'aiment clairement, mais Futaba pense qu'ils sont tous fous et ne veut pas en faire partie. Elle essaie de partir, mais Ishio pense que leur sœur idiote devrait dire quelques mots. Futaba déteste être insultée, alors elle montre qu'elle est tout aussi combative que ses frères en donnant un coup de genou à Ishio en plein dans son visage stupide. Ishio se rend compte qu'il va devoir se transformer avant que les choses ne tournent vraiment mal, mais nos héros lui disent qu'il ne peut pas le faire, car il finirait par détruire tout cet endroit. Futaba donne un coup de pied à Ishio en plein visage, mais il révèle qu'il a fini sa transformation juste à temps. Futaba dit qu'il n'a pas l'air différent, mais elle accepte de dire quelques mots. Ses paroles s'adressent en réalité à Ishio, car elle veut libérer des années de colère qu'elle éprouve à son égard. Elle explique que cela fait 10 ans depuis le CE1 et qu'elle est toujours rejetée par les autres à cause des actions stupides d'Ishio. Un retour sur le passé montre qu'Ishio embarrassait toujours Futaba devant ses amis. Il les appelait tous, combattants Shocker, lorsqu'il leur disait de se préparer au combat, et les amis de Futaba s'enfuyaient tous. Ishio explique simplement qu'il combattait Shocker, mais Futaba souligne que son obsession pour Ride a fait d'elle une paria. Elle était traitée comme une marginale à cause de ses actions, alors elle évacue enfin toute sa frustration en tabassant Ishio. Futaba révèle que ses actions l'ont affectée jusqu'à la fin du lycée, si bien qu'elle n'a jamais eu quelqu'un qu'elle pouvait appeler un ami. Tout cela à cause d'Ishio, et maintenant il a le culot d'amener tous ses amis dans son bar. Elle commence à l'étrangler, mais Mitsuba tente de l'arrêter. Futaba félicite Mitsuba, car elle est en réalité très heureuse pour son mariage, mais elle ressent des sentiments très différents envers Ishio. Sa vie entière a été ruinée à cause d'Ishio, et elle ne pourra jamais lui pardonner. Ishio utilise sa technique de dégagement V3 et montre qu'il n'a pas changé du tout en déclarant qu'il combatte toujours Shocker. Futaba a complètement renoncé à lui, mais elle a encore une chose à dire. Elle choque alors tout le monde en frappant Ishio au visage, qualifiant cette attaque de « dépêche-toi d'acheter des snacks ». Après cela, Ishio examine attentivement leur équipe. Outre lui-même, ils ont Kamen Ride, Electro Wave Tackle, Rideman et une combattante. Ishio vérifie que Yukarizo est prête à se battre contre Shocker, et elle confirme qu'elle le fera tant qu'elle pourra être avec Mitsuba. C'est grâce à eux tous qu'elle est libre maintenant, alors elle promet de faire de son mieux. Ishio fait remarquer que tous les meilleurs se sont rassemblés pour combattre Shocker, et qu'ils doivent donc élaborer un plan. Cela pourrait prendre un certain temps, alors Ishio, déjà bien éméché, commande une autre tournée. Ailleurs, 2 groupes de gangsters concluent un marché de drogue. L'acheteur s'appelle Matsuno, et il demande à ses hommes de peser la drogue qu'ils achètent. Le vendeur s'appelle Ryota, et il demande à ses hommes de compter l'argent. Matsuno veut rendre les choses intéressantes pendant qu'ils attendent, alors il suggère un divertissement à l'ancienne. Il fait remarquer que les gangsters ne se battent plus comme avant, et il suggère à l'un de ses hommes de se battre contre l'un des hommes de Ryota. Ryota est pris au dépourvu et se demande si l'un de ses hommes est capable de se battre. Ils lèvent tous la main, mais il est clair qu'aucun d'entre eux n'est vraiment sûr de lui. Cependant, ils changent tous d'avis lorsque Matsuno leur montre quelle sera la récompense pour le vainqueur, et ils se portent tous volontaires avec enthousiasme. Ryota suppose que Matsuno a un homme vraiment fort qui n'attend que de se battre, et Matsuno confirme que c'est le cas. Matsuno ordonne à l'un de ses hommes d'aller chercher Naka, et nous voyons que Naka est en réunion avec ses propres hommes de main. Ils sont tous déçus après avoir échoué une fois de plus, et Naka ne comprend pas ce qui ne va pas. Ils ont même essayé de faire des escroqueries par téléphone, mais rien de ce qu'ils font ne semble jamais fonctionner. À ce moment-là, Naka est appelé, et il déclare de manière dramatique qu'il n'aurait jamais pensé que son patron irait jusqu'au bout. Il craint que sa vie touche bientôt à sa fin, alors il repense à quel point c'était génial de porter un masque de monstre pendant les braquages de Shocker. Il dit à ses hommes qu'ils devraient vraiment se goinfrer au restaurant après ce combat, et ils se réjouissent tous à cette idée. Naka arrive, et Ryota voit tout de suite qu'il s'agit d'un vétéran. Il se demande quel âge a Naka, et celui-ci lui révèle qu'il a 44 ans. C'est encore plus âgé que Ryota, qui se demande donc si Naka sera vraiment à la hauteur dans un combat contre un jeune homme fort. Matsuno se moque de tout cela et explique les règles. Celui qui parviendra à mettre Naka au tapis recevra 1 million de yens. Cependant, si Naka parvient à mettre les 3 au tapis, c'est lui qui remportera le million. Setama se porte volontaire pour être le premier challenger et prévient Naka qu'il a pratiqué le judo au collège et au lycée. Il a également participé aux championnats nationaux lorsqu'il était en terminale, donc Setama est convaincu que le million de yens sera à lui. Il se demande quelles seront les conditions de victoire, comme l'abandon ou l'étranglement, mais Matsuno lui dit simplement de se dépêcher car le vainqueur sera évident. Setama commence le combat avec confiance, mais il est immédiatement roué de coups par Naka. Naka ne fait rien de spécial, mais il met son adversaire KO à coups de poing au visage.
Naka montre clairement qu'il est le vainqueur en mettant cet homme à KO, puis il appelle le challenger suivant. Rockley se porte volontaire, car il n'a pas peur de Naka, expliquant qu'il est lui aussi un ancien boxeur. Il montre ses talents en réussissant à placer un coup de poing, et suggère à Naka d'enlever ses lunettes avant qu'il ne les réduise en miettes. Naka lui donne calmement ses lunettes, mais profite de ce moment pour enfoncer le crâne de Rockley d'un coup de tête. Naka remporte une nouvelle victoire, et il ne reste plus qu'un seul adversaire. Il s'appelle Ushio et explique qu'il est un ancien lutteur de sumo. Il déclare que battre Naka ne sera pas facile, mais Naka lui donne simplement un coup de pied dans les parties. Il s'est laissé exposer, et Naka l'achève d'un coup de poing au visage. Naka remporte le 1 million de yens, mais Ryota veut voir s'il peut battre le prochain adversaire. Il offre 5 millions de yens à Naka s'il gagne, mais Matsuno se demande s'il est judicieux de parier la majeure partie de l'argent qu'il a reçu dans le cadre de leur accord. Ryota est toutefois convaincu que le prochain adversaire ne perdra pas, car il le décrit comme invincible. Cela intrigue Matsuno, qui se demande si Naka serait prêt à relever le défi. Naka accepte, et le prochain adversaire est présenté. Il s'agit en fait du monstre Shocker, qui se transforme et se présente de manière inquiétante sous le nom de Kumota. Matsuno se demande si ce Kumota est vraiment l'atout caché de Ryota, et il demande à Nakao ce qu'il pense de lui. Nakao observe attentivement Kumota et éprouve un sentiment étrange à son égard. Kumota dégage quelque chose, mais ce n'est pas une soif de sang, et Nakao n'arrive pas à déterminer ce que c'est. Nakao dit que Kumota semble définitivement compétent, alors Matsuno est impatient de voir qui va gagner le combat. Les deux hommes se préparent à se battre, mais ils sont interrompus par des coups de feu. Les hommes de Nakao se précipitent vers lui, et Nakao est horrifié quand il voit le tireur. L'intrus appelle le reste de son équipe car il a trouvé leur cible. Nakao protège immédiatement ses hommes pour qu'ils ne se fassent pas tirer dessus, mais les autres n'ont pas cette chance. Les intrus éliminent tous les autres occupants de la pièce, alors Nakao tente de gagner du temps. Il repousse les intrus et dit à son équipe d'emmener le patron afin qu'ils puissent tous s'échapper. Nakao parvient à faire sortir son groupe en toute sécurité, et les intrus décident de les laisser partir. Ces types étaient simplement après la drogue et l'argent de la transaction, ils prennent donc ce qu'ils voulaient. Malheureusement pour eux, nous voyons que Kumota a réussi à survivre à une balle dans la tête. À proximité, les hommes de Nakao se demandent ce qui vient de se passer. Nakao explique qu'il s'agissait d'un vol, mais que Shocker n'était pas impliqué. On entend encore des coups de feu provenant de l'autre pièce, alors Nakao donne de l'argent à ses hommes. Il leur dit qu'ils devront se rendre eux-mêmes au restaurant, car il ne va pas reculer après ce qui vient de se passer. Il fera payer les intrus et leur fera regretter d'être venus ici. Nakao ordonne à ses hommes de partir immédiatement et leur promet de les revoir plus tard. Dans l'autre pièce, les intrus sont horrifiés de voir que Kumota est toujours en vie. Ils tirent tous plusieurs fois sur lui, sans comprendre pourquoi il ne meurt pas. Kumota est déçu par leur réaction et décide qu'il n'a pas d'autre choix. L'horreur envahit alors toute la pièce lorsque Kumota se transforme en monstre araignée. Nakao est stupéfait en observant la scène depuis l'autre pièce, et Kumota commence à massacrer tous les intrus. Nakao est paralysé par le choc après avoir vu un véritable monstre Shocker, et il ne peut que regarder celui-ci massacrer tout le monde. Le monstre s'approche alors de Nakao, qui commence à voir des images de sa vie défiler. Il ne comprend pas ce qui se passe, mais il réalise rapidement que sa vie défile sous ses yeux. Un regard sur le passé révèle que Nakao regardait Kamen Rider et qu'il encourageait Rider à vaincre Shocker. Son père était un vendeur de nourriture nommé Okada, et un jour, Okada était convaincu d'avoir créé la prochaine grande nouveauté. Il s'agissait d'une recette de taiyaki, et il était sûr que cela allait être son grand succès. Nakao était d'accord pour dire que cette nouvelle recette était délicieuse, et Okada affirmait qu'elle ne ressemblait à rien de ce qu'il avait fait auparavant. Cette fois-ci, il avait fait une pâte fine et l'avait remplie de pâte de haricots rouges de la tête à la queue. Il a utilisé de la pâte à choux pour modifier légèrement la texture et a même commandé un moule sur mesure pour que la pâte soit aussi fine que possible. Il l'a cuite très rapidement, comme une crêpe, afin qu'elle soit croustillante, puis l'a fourrée à ras-bord d'une pâte de haricots encore plus onctueuse que d'habitude. La fabrication coûtait un peu plus cher, mais il a compensé ce surcoût en réduisant la taille de chaque pâtisserie. Okada a comparé la dégustation d'un taiyaki à un moment de douceur avec la princesse des haricots rouges, mais Nakao n'avait aucune idée de qui il s'agissait. Okada était très satisfait de sa nouvelle recette et espérait même que son succès ramènerait la mère de Nakao dans leur famille. Plus Okada y pensait, plus il en était convaincu, et même Nakao a commencé à espérer que sa mère reviendrait. Okada a baptisé son plat « taiyaki aux haricots rouges super fourrés » et était convaincu qu'il serait leur ticket pour un avenir radieux. Nakao était lui aussi enthousiaste et a demandé à son père s'il lui achèterait les jouets de transformation Kamen Rider si le produit remportait un franc succès. Okada a répondu avec enthousiasme qu'il achèterait tout ce que Nakao voulait et lui a même montré le slogan qu'il avait trouvé pour le taiyaki. Il déclara que la vie était comme la pâte de haricots rouges, car il fallait en profiter du début à la fin. Les deux étaient au comble de l'excitation, mais leurs rêves s'écroulèrent lorsqu'aucun client ne vint à leur camion-restaurant.
Même les nouvelles affiches et le nouveau slogan d'Okada ne purent les sauver, et Nakao commença à s'inquiéter. Il se demandait s'ils allaient s'en sortir, alors Okada a simplement rappelé à son fils que, tout comme la pâte de haricots rouges, il devait profiter de cette expérience jusqu'au bout. Nakao est toutefois resté positif, convaincu que son père vendrait des taiyaki le lendemain. Inspiré par l'optimisme de son fils, Okada attendait avec impatience le lendemain. Malheureusement, plusieurs jours ont passé et Okada était horrifié de constater qu'il n'avait vendu aucun taiyaki. Quelque temps plus tard, Nakao peignit joyeusement un masque. Il montra avec enthousiasme à son père ce qu'il avait fait à son retour à la maison, mais Nakao fut surpris de voir un étranger avec son père. Okada expliqua simplement qu'il ne vendrait plus de taiyaki et qu'il emménagerait avec cette nouvelle femme. Nakao ne pouvait que se demander qui était cette dame, alors elle lui expliqua tout. Okada avait des dettes énormes, il avait donc été contraint de devenir l'un des chiens de la femme. Nakao ne comprenait pas pourquoi elle traitait son père de chien, et Okada lui expliqua que c'était exactement ce que cela signifiait. La femme dit qu'elle se sentirait mal si Okada disparaissait sans prévenir, alors elle l'avait amené ici pour qu'il puisse dire au revoir à Nakao. C'était toutefois toute l'étendue de sa gentillesse, et elle dit à Okada qu'elle l'attendrait à la maison. Okada supplia Nakao de ne pas lui demander plus de détails, expliquant simplement que cela lui permettrait de se débarrasser de ses dettes. Les deux hommes devaient toutefois se séparer, et il dit à Nakao d'aller vivre avec son grand-père. Bien sûr, Nakao tenta désespérément de rester avec son père, mais en vain. Okada n'avait tout simplement pas le choix, alors il repoussa Nakao, et le masque que Nakao avait fabriqué avec joie quelques instants auparavant fut détruit. Peu après, nous voyons que l'attitude de Nakao avait complètement changé. Il vit des enfants jouer à Kamen Rider, mais ils voulaient tous être Rider, et personne ne voulait être Shocker. Nakao se demandait pourquoi ils voulaient tous être Rider, mais les enfants ne comprenaient même pas la question. Ils ont évidemment répondu que c'était parce que Rider était le gentil et qu'il était un super-héros. La joie enfantine de Nakao avait complètement disparu lorsqu'il a dit que les super-héros gentils n'existaient pas vraiment. Il a dit aux autres enfants qu'ils seraient Shocker et qu'ils pourraient tous être des Riders. Les enfants étaient bien sûr perplexes, alors Nakao réitéra qu'il serait Shocker tout seul. Les enfants lui firent remarquer qu'il se trompait, car c'était toujours un seul Rider qui combattait courageusement une horde de combattants Shocker. Ils déclarèrent que Rider aidait les faibles et protégeait tout le monde contre les monstres. Cette déclaration toucha Nakao au plus profond de lui-même, et les enfants n'en revenaient pas qu'il en pleure. Ils se moquèrent de Nakao parce qu'il pleurait, mais Nakao ne pouvait tout simplement pas retenir sa douleur. Son père avait tout fait pour que les choses fonctionnent, il avait fait tout ce qu'il pouvait, mais cela n'avait pas marché. Au final, personne n'est venu les aider, pas même un super-héros bienveillant. Les larmes aux yeux et le cœur brisé, Nakao a demandé aux autres enfants de l'écouter attentivement. Il a déclaré qu'il n'existait pas de gentil ni de super-héros, et que c'était pour cette raison qu'il avait décidé de devenir Shocker. Ainsi, il serait assez fort pour vivre seul, sans l'aide de personne. Nakao était très sérieux dans sa décision, alors il a dit à la racaille ridée de se préparer au combat. De retour au présent, Nakao se souvient bien de ces mots. Malheureusement, ce sera son dernier souvenir, car un monstre Shocker lui a transpercé la poitrine avec son bras. La vie de Nakao commence à s'éteindre, et il n'a qu'une seule chose à dire. La créature devant lui est manifestement un monstre Shocker, alors il lui demande de le laisser rejoindre Shocker. La bête ne dit pas un mot, alors Nakao la supplie à plusieurs reprises de le laisser rejoindre Shocker. La fin de sa vie approche à grands pas, alors Nakao fait un dernier effort. Il prend la pose Shocker avec le peu de force qui lui reste et supplie de faire partie de Shocker. Malheureusement, la bête reste complètement silencieuse, et Nakao meurt tout simplement. Ailleurs, les hommes de Nakao festoient dans un restaurant, comme Nakao leur avait demandé de le faire. Ils ont été distraits par la nourriture pendant un moment, mais ils se souviennent maintenant que Nakao était en danger. Ils sont tous inquiets pour lui, mais ils ne peuvent rien faire. Ils devront simplement attendre de voir s'il revient, alors ils décident de se remettre à manger. Ailleurs, Nakao est sous le choc lorsqu'il se réveille. Il était persuadé que sa vie venait de prendre fin quelques instants plus tôt, et il n'a aucune idée de ce qui s'est passé. Nakao retrouve ses hommes, qui sont horrifiés de le voir couvert de sang. Nakao leur annonce de manière surprenante qu'il est indemne, mais qu'il ne se souvient de rien. À ce moment-là, la serveuse apporte l'addition à Nakao. Il est choqué de voir qu'elle s'élève à 300 000 yens, et il la paie avec l'argent qu'il a donné à ses hommes plus tôt. Nakao se demande qui peut bien manger pour 300 000 yens, alors ses hommes lui expliquent qu'ils ont essayé de manger suffisamment pour dépenser tout l'argent qu'il leur avait donné. Nakao est d'abord contrarié, mais cela ne le dérange pas vraiment car les gars ne gagnent pas grand-chose d'autre en travaillant pour lui. Les gars disent que cela ne les dérange pas car ils aiment travailler pour Nakao. Nakao essaie de réfléchir à ce qui s'est passé, et tout ce dont il se souvient, c'est d'avoir fait la pose Shocker. Il la refait maintenant, et tous les gars sont stupéfaits lorsqu'il se transforme en combattant Shocker. Nakao n'a aucune idée de ce qui s'est passé, et les gars lui font remarquer que tous les passants les regardent. Il demande à Nakao de redevenir normal,
mais il ne sait même pas s'il en est capable. Heureusement, il y parvient, et les gars veulent voir s'il peut se retransformer en Shocker. En refaisant la pause, Nakao se rend compte qu'il peut se transformer autant de fois qu'il le souhaite, et les gars sont tous impressionnés par lui. Bien sûr, ils se demandent comment ses vêtements restent en place, et Nakao explique simplement que cela doit être grâce à la technologie Shocker. Nakao en conclut qu'il est vraiment mort auparavant et qu'il s'est réveillé d'une manière ou d'une autre en tant que membre de Shocker. Tout cela est terriblement déroutant, mais Nakao se demande si cela signifie que ses rêves d'enfance se sont enfin réalisés. Les gars veulent tous qu'il se transforme à nouveau et soulignent qu'ils n'ont jamais vu Nakao aussi heureux. Ils sont tous excités en admirant leur patron et font même tous la pose Shocker. Nakao déclare fièrement que c'est ainsi que le font les vrais professionnels et se transforme à nouveau. Ishige dit qu'il pèse 113 kg et se demande si Nakao pourrait utiliser sa force pour le porter comme une princesse. Nakao montre qu'il en est capable, alors les autres veulent aussi être portés. Nakao s'exécute, mais ils sont beaucoup trop lourds. Il est assez fatigué, alors Ishige pense qu'il devrait aller manger quelque chose. Nakao fait remarquer qu'ils viennent de manger pour 300 000 yens, mais Ishige explique que le dessert va dans un autre estomac. Le ton devient cependant sérieux lorsque Toshi se demande ce qu'il va advenir de leur gang. Le chef de leur gang est mort dans la fusillade, et Nakao dit que le gang va probablement être dissous. Les gars répondent qu'ils s'en moquent et jurent de continuer à travailler pour Nakao jusqu'à la fin des temps. Les gars se régalent tous de taiyaki pour fêter ça, mais Nakao les interrompt. Il leur dit qu'ils devraient tous devenir des civils à partir de maintenant, mais ils refusent. Malheureusement, Nakao explique que tout a une fin, et que parfois, cette fin peut même signifier la fin de leur vie. Cependant, les gars sont encore jeunes, alors Nakao leur dit qu'ils ont encore le temps de recommencer à zéro. Ils refusent toujours, et Ishige fourre un taiyaki dans la bouche de Nakao. Nakao est émerveillé par le goût et redevient immédiatement normal. Le goût du taiyaki est identique à celui dont il se souvient depuis son enfance, alors il demande frénétiquement où ils l'ont trouvé. Ishige explique qu'il se trouve à proximité et montre du doigt un vendeur voisin. Le vendeur est intimidé par des voyous qui lui demandent ce qu'il fait dans ce quartier. Le vendeur explique qu'il a reçu la permission d'être là, mais les voyous s'en moquent. Ils veulent juste de l'argent, mais ils sont interrompus par Nakao. Ces types révèlent qu'ils appartiennent à un gang rival et qu'ils savent tout sur Nakao. Ils soulignent que Nakao a battu à lui seul un groupe de 5 hommes, dont l'un de ses voyous faisait partie. Il veut se venger, mais Nakao l'ignore complètement. Il est plus intéressé par le camion-restaurant et est choqué lorsqu'il reconnaît les mêmes enseignes que celles de son enfance. Ce sont exactement les mêmes, avec l'ancien slogan de son père, et Nakao est choqué de voir son père. Son vieux père vient de demander aux hommes de ne pas se battre devant son stand, et Nakao reste sans voix. Cela fait des décennies qu'il n'a pas vu son père, et il ne peut même pas imaginer ce que celui-ci a traversé. Ce qui est le plus déchirant pour Nakao, c'est que même après tout ce qui s'est passé, son père vend à nouveau des taiyaki. Cela rappelle à Nakao toutes les fois où il a dit qu'il n'avait jamais eu de rêve ni d'espoir. Il réalise maintenant qu'il pensait simplement ne pas avoir besoin de ces choses. Son père, en revanche, n'a jamais abandonné, même après toutes ces années. Malgré l'effondrement de son monde, son père a continué à essayer, ce qui fait fondre Nakao en larmes. Malheureusement, les voyous ne se soucient que d'eux-mêmes, alors ils commencent à détruire le camion-restaurant d'Okada. Nakao leur dit d'arrêter, mais les voyous reprochent au vieil homme de faire des affaires sur leur territoire. Okada tente d'expliquer qu'il a reçu l'autorisation, mais les voyous soulignent que les personnes qui lui ont donné cette autorisation ne sont plus en activité. Nakao est horrifié lorsqu'il réalise ce qui s'est passé. Le gang de Nakao contrôlait ce territoire, il en conclut donc que ces types doivent être impliqués avec les intrus qui ont mis fin à son gang. Nakao a une nouvelle à annoncer aux voyous, il déclare que son gang n'est pas encore fini, car il est toujours en vie. Les voyous décident qu'ils devront également éliminer Nakao, mais les choses prennent une tournure sombre pour eux. Nakao s'empare facilement de la batte du voyou et commence à s'en servir contre lui. Le chef des voyous se tourne vers son homme de main le plus puissant, Yamaiko, et lui ordonne d'éliminer Nakao. Nakao repousse le chef et se concentre sur Yamaiko. Yamaiko est un véritable tank, car il ne se laisse pas impressionner par l'attaque de Nakao et le met complètement KO. Yamaiko est impressionné lorsque Nakao montre qu'il est toujours en vie, et Nakao ne peut que se demander quel était le métier de ce type. Yamaiko révèle qu'il était catcheur professionnel et continue de frapper Nakao. Nakao révèle qu'il aussi avait un rêve quand il était plus jeune, et qu'il s'est finalement réalisé. Yamaiko lui dit simplement que sa vie touche à sa fin, mais Nakao se transforme pour l'arrêter. Yamaiko est complètement abasourdi, mais il est trop tard pour qu'il puisse faire quoi que ce soit. Nakao utilise son attaque appelée Tiger Driver et écrase Yamaiko au sol. Les voyous sont complètement vaincus, et Nakao dit simplement à Okada qu'il peut les livrer à la police. Okada est alors soulagé lorsque Nakao l'informe qu'il peut continuer à vendre ses produits ici. Nakao ne révèle pas son identité à son père et dit simplement qu'il a goûté son taiyaki. Il déclare qu'ils étaient vraiment bons et qu'ils lui ont rappelé quelque chose de très nostalgique.
Nakao dit simplement à son père qu'il lui souhaite le meilleur et commence à partir. Okada le supplie de lui dire qui il est, mais Nakao n'a pas le cœur de le faire. Au lieu de cela, il se tourne de manière théâtrale vers son père et déclare qu'il n'est qu'un combattant shocker de passage. Le lendemain, Tojima est choqué lorsqu'il lit l'article de journal relatant les événements. Le titre indique qu'un héros shocker est apparu pour sauver la situation, mais nos héros refusent de croire que cela soit vrai. Tojima se demande s'il existe vraiment un héros choc à l'heure actuelle, mais Ishiyu répond que non. Yukarizu s'oppose à cette affirmation, car elle est en quelque sorte une gentille maintenant. Se qualifier de gentille est peut-être un peu exagéré, alors elle rappelle à Ishiyu qu'elle est l'adorable et gentille épouse de Mitsuba. Ishiyu finit par la reconnaître, mais il y a des questions plus importantes à discuter. Ishiyu évoque le monstre araignée et se demande si l'un des autres pense pouvoir vaincre un monstre. Yukarizu leur rappelle qu'il est impossible pour les humains de vaincre les monstres, mais Ishiyu a un nouvel espoir. Il souligne qu'il y avait un homme capable de terrasser ce monstre, et c'était Tojima. Ishiyu choque tout le monde en déclarant qu'il doit d'abord vaincre Tojima. En effet, leur premier combat n'a jamais été vraiment tranché, et ils doivent encore déterminer qui est le plus fort des Kamen Rider. Mais ce psychopathe ne s'arrête pas là, car il insiste pour qu'ils organisent tous un tournoi afin de déterminer qui est le plus fort parmi eux. Tout le monde est incrédule, mais il semble que ce ne soit pas encore fini, et il a besoin d'un autre verre pour étancher sa soif. Il demande à tout le monde ce que fait Kamen Rider lorsqu'il est confronté à un ennemi invincible, et tous répondent que Kamen Rider s'entraîne. C'est exactement la bonne réponse, alors Ishiyu explique son plan, après 10 jours d'entraînement individuel, les 5 se réuniront à nouveau et s'affronteront dans ce tournoi. Yukarizu se demande pourquoi elle est impliquée, mais il est trop tard, car tout le monde est déjà d'accord. Yukarizu pense qu'ils sont tous fous et leur rappelle qu'ils sont du même côté, mais il y a une très bonne raison à cela. Mitsuba souligne qu'en s'affrontant les uns les autres, ils pourront dépasser leurs limites individuelles. Idéalement, ils se pousseront mutuellement à devenir assez forts pour vaincre le monstre. C'est exactement ce qu'Ishiyu avait en tête, mais Yukarizu continue de penser qu'ils sont tous fous. Alors qu'ils s'apprêtent à se séparer pendant 10 jours, Tojima admire la moto d'Ishiyu. Ishiyu l'appelle Hurricane, et y a attaché un masque provenant de la moto qu'il conduisait quand il était enfant. Tojima est alors émerveillé quand Ishiyu lui montre qu'il s'illumine même. Ailleurs, nous voyons que les subordonnés de Nakao viennent de terminer de regarder un concert. Un autre homme quitte également le concert, mais il est arrêté par une femme mystérieuse. Cet homme s'appelle Tanaka, et cette femme le connaît d'une manière ou d'une autre. Les amis de Tanaka se demandent s'il s'agit de sa petite amie, mais elle semble un peu bizarre. Ses yeux terrifiants font peur à Tanaka, qui dit à ses amis de partir sans lui. Il assure à ses amis qu'il ira bien, alors ils acceptent de l'attendre à leur endroit habituel. La fille géante s'approche de Tanaka et lui demande pourquoi son lavage de cerveau par électrochoc a cessé de faire effet. Tanaka lui répond simplement qu'elle ne comprendrait pas pourquoi il n'est plus sous emprise, mais il sait qu'il est en grand danger. Il refuse de se laisser faire sans se battre, alors ils se transforment tous les deux et se préparent à combattre. Tanaka jure de la vaincre quoi qu'il arrive, mais la femme géante lui assène un coup de poing si violent que sa tête se tourne dans la direction opposée. Ailleurs, une femme attend son petit ami, et nous voyons qu'il est aux toilettes. Il essaie de trouver la manière idéale de demander la jeune fille en mariage, et il n'arrive pas à se décider entre lui remettre simplement la bague ou la lui passer au doigt pendant qu'elle a les yeux fermés. Il est très nerveux à ce sujet, mais les choses prennent une tournure sinistre lorsqu'une femme géante apparaît derrière lui. Elle exige de savoir pourquoi il n'est plus sous l'emprise du lavage de cerveau, mais il lui répond simplement que cela ne la regarde pas. Ils se transforment tous les deux immédiatement, et leur combat provoque une explosion gigantesque. Dehors, la jeune fille se demande pourquoi son petit ami met autant de temps, mais nous voyons qu'il n'est plus en vie. Quelques instants plus tard, un homme nommé Takagi dit à quelqu'un qu'il lui apporte un gâteau, mais la jeune fille apparaît également devant lui. Takagi n'a d'autre choix que de laisser tomber son téléphone, et la voix à l'autre bout de la ligne appelle son père. Malheureusement, Takagi ne peut pas répondre à sa fille, mais il n'a pas l'intention de se laisser faire. Il a entendu des rumeurs de purge contre les combattants de Shocker dont le contrôle mental a échoué. Il se demande si cette femme est derrière tout cela, mais il connaît déjà la réponse. La femme est impressionnée par Takagi, car il a réussi à se marier et à avoir des enfants tout en étant combattant. Elle lui fait clairement comprendre qu'elle sait où il habite, mais Takagi ne prend pas sa menace à la légère. Il est sûr qu'elle ne comprendrait pas ce que c'est que d'avoir une famille, alors il lui explique que c'est plus difficile que de conquérir le monde. Elle exige simplement de savoir pourquoi il n'est plus sous emprise mentale, et elle obtient enfin une réponse. Takagi révèle que c'est parce qu'il a connu l'amour. La femme ne sait même pas ce que ce mot signifie, et Takagi ne peut pas vraiment le lui expliquer. Tout ce qu'il sait, c'est que si la femme en faisait l'expérience, elle trouverait elle aussi le bonheur. La conversation prend toutefois rapidement fin, car Takagi se transforme et il commence à se battre. Takagi est très différent des autres combattants, et il explique pourquoi. Il dit que la force d'un combattant reflète la force qu'il avait en tant qu'être humain normal.
Takagi parvient de manière surprenante à infliger des dégâts à la géante, qui exige de savoir en quoi ce qu'il dit a un rapport avec leur combat. Il explique que c'est important parce qu'il a fait partie de la Légion étrangère. Takagi assène alors un puissant coup de poing au visage de la femme. Il explique que la Légion étrangère est une force de combat incroyable, et qu'aucun combattant ne peut donc le battre. La géante continue d'essayer de l'attaquer, mais elle n'a aucune chance contre lui, et il continue de la frapper. Takagi déclare qu'il a une famille qu'il se bat pour protéger, et que l'amour est la source de sa force. Takagi a complètement pris le contrôle de ce combat, il se prépare donc à porter le coup final. Il déclare qu'il n'a jamais été aussi heureux et que ce bonheur lui a donné la force de vaincre même un monstre électrisant. Malheureusement, il apprend que ce n'est pas tout à fait vrai lorsqu'un monstre tombe du ciel pour mettre fin à sa vie. La bête dit que Takagi aurait dû le savoir, et la femme géante s'incline devant le monstre. Elle s'adresse à lui en l'appelant son maître Batman, et la bête lui mord le bras. Il appelle la fille Thunder Reiko et lui dit de se nourrir de son sang afin qu'elle puisse devenir plus forte. La femme le remercie pour sa générosité et commence à boire son sang. Le lendemain, Ishio se retrouve dans un combat contre Spider-Man. Malheureusement, la bête le bête facilement, mais Ishio déclare qu'il n'en a pas encore fini. Il passe à une attaque différente cette fois-ci, mais la bête lui ouvre à nouveau la poitrine. Ishio se maudit d'avoir échoué encore et encore, et il se demande comment Tojima a réussi à vaincre le monstre araignée. Ishio est déterminé à gagner dans tout ce qu'il entreprend, alors il déclare de toutes ses forces qu'il ne sera pas vaincu. Pendant ce temps, des hommes dans le parc observent Ishio et se demandent ce qu'il fait. Ils pensent qu'il est peut-être le gardien du parc, car il est là depuis longtemps, mais ils ne comprennent pas pourquoi il parle tout seul. Ishio s'entraîne mentalement depuis des heures et surprend les hommes en maudissant Shocker. Ailleurs, nous voyons que Yuriko s'entraîne également, mais son entraînement est plus normal. Elle frappe un sac de boxe à plusieurs reprises et s'efforce d'être plus rapide. Yuriko dit qu'elle doit dépasser ses limites aussi vite que possible, sinon elle ne pourra pas vaincre un monstre. Son objectif est d'augmenter sa vitesse et sa précision afin de pouvoir essayer un nouveau type de projection d'ondes électriques, ce sera le plus puissant à ce jour, et ce sera celui qu'elle aura créé elle-même. Ailleurs, Mitsuba s'entraîne avec Yukarizu, qui la met KO. Yukarizu est stupéfaite par son mari, car elle ne parvient pas à le toucher lors des combats. Mitsuba reconnaît qu'il ne peut pas rivaliser avec elle en termes de force, et c'est encore pire lorsqu'il se compare à un monstre. C'est pourquoi il ne peut pas prendre le risque de laisser son ennemi lui porter un seul coup. Mitsuba est déterminé à pousser ses capacités en arts martiaux aussi loin que possible, mais Yukarizu se demande pourquoi il n'utilise pas son canon à bras. Mitsuba prévoit de l'utiliser contre un monstre, mais il ne veut pas l'utiliser lors de son prochain combat. Pour le tournoi, il veut surpasser son frère en utilisant les arts martiaux qu'il a passé tant de temps à perfectionner, sinon il ne pourra pas prétendre être le plus fort. Yukarizu est complètement sous son charme, et même elle commence à croire que Riderman est le plus fort, mais sa seule raison est qu'il peut l'embrasser. Le baiser de Yukarizu le met complètement KO, et Mitsuba aimerait que Riderman porte un masque intégral. Dans la forêt, nous retrouvons Tojima en train de frapper son arbre d'entraînement. Tojima repense à sa vie calme et stable, 40 années de pure stabilité et de jours banals. Il n'aurait jamais imaginé que sa vie prendrait un tournant aussi fou. Tojima est comblé de bonheur tandis qu'il frappe l'arbre, et il se rappelle avec joie qu'il a combattu Shocker. Il a même combattu un monstre et l'a repoussé. Mais Tojima ne veut pas s'arrêter là, car il veut toujours vaincre Shocker. À ce moment-là, un ours sauvage apparaît, et Tojima salue son vieil adversaire. C'est le même ours que Tojima a blessé, et il est clairement très en colère. Tojima lui demande s'il veut se battre à nouveau, et lui dit qu'il n'y aura aucune rancune si l'un d'eux venait à mourir. Tojima se transforme alors en Kamen Rider et dit à l'ours de venir. L'ours se jette immédiatement sur lui, mais Tojima lui assène un coup de poing dévastateur en plein visage. L'ours est même choqué lorsqu'il réalise que Tojima n'est finalement pas un humain. L'ours est apparemment très fier, car il ne peut même pas imaginer perdre contre un humain. L'attaque de l'ours projette Tojima en arrière, mais notre héros riposte rapidement. Les deux adversaires échangent des coups, mais Tojima finit par prendre le dessus avec un autre coup de poing. L'ours devient furieux en se rappelant qu'il est le roi de la forêt et refuse de perdre. À ce moment-là, Tojima se propulse depuis un arbre et prépare son puissant coup de pied de cavalier. Le monologue intérieur de l'ours reprend, et il explique de manière dramatique que son corps semble vouloir agir contre sa volonté. L'ours ne peut pas expliquer pourquoi, mais il suppose qu'il s'agit d'une sorte d'instinct primitif, une réaction naturelle face à quelqu'un de plus fort. L'ours ne peut pas réprimer son instinct primitif, mais au lieu de se livrer à une attaque vicieuse, il adopte simplement une position de soumission qui signale sa défaite. Malheureusement, Tojima ne montre aucun signe d'arrêt, et l'ours ne comprend pas pourquoi sa posture de soumission ne fonctionne pas. Tojima lui assène un puissant coup de pied en plein dans la poitrine, et le pauvre ours se demande où il a bien pu se tromper. L'ours n'a plus d'autre choix que de s'enfuir, et Tojima attend avec impatience leur prochaine rencontre. Après une longue journée, Tojima prend un moment pour regarder son masque et admirer le coucher de soleil. 10 jours plus tard, les héros se retrouvent chez Ishio.
Cet endroit est vraiment isolé, et tout le monde a dû prendre le train et le bus pour s'y rendre. Le trajet a duré 3 heures, et Yuriko ne peut s'empêcher de se demander si Ichiyu fait tout ce chemin à vélo. Mitsuba confirme que c'est le cas, car Ichiyu n'utilise jamais le train ni le bus, il n'a même pas de voiture ni de téléphone portable. Alors qu'ils approchent de la maison, Mitsuba explique qu'Ichiyu vit en autarcie. Ichiyu accueille ses invités et leur explique qu'il a construit un ring pour qu'ils puissent s'y battre. Il les y emmène, mais Yuriko fait remarquer que ce n'est pas du tout un ring, mais plutôt un coin de son jardin. Ichiyu déclare que cela n'a pas été facile à construire, car il a dû emprunter un rouleau compresseur à un collège local pour tout installer. Cela sera largement suffisant pour leurs besoins, alors Ichiyu leur dit qu'il est temps de commencer. Ils doivent d'abord tirer au sort, et Tojima est le premier à tirer. Les bâtonnets sont tous numérotés, et Ichiyu leur demande d'écrire leur nom sous le numéro correspondant à celui de leur bâtonnet. Yuriko est numéro 1 et Tojima numéro 2. Ichiyu est numéro 3, donc Tojima fait remarquer qu'ils vont pouvoir régler leur combat dès le premier tour. Un autre match du premier tour oppose Mitsuba à Yukarizu, mais Yukarizu ne veut pas combattre son mari. Ichiyu déclare que les matchs n'ont pas d'importance, l'essentiel étant simplement de se battre. Le tournoi n'est qu'une formalité, car Ichiyu dit qu'il va gagner de toute façon. Une fois qu'il aura remporté le tournoi, Ichiyu dit qu'il est prêt à relever tous les défis, il les acceptera de n'importe qui et autant de fois que nécessaire, lorsqu'il n'y aura plus de challenger, cela prouvera qui est le plus fort. Yukarizu pense une fois de plus qu'il est fou, mais tous les autres sont prêts à se battre. Yukarizu refuse toujours d'affronter son mari, alors tout le monde est choqué quand Ichiyu cède et accepte de changer d'avis. Il se demande si elle acceptera d'affronter Tojima, et elle n'y voit aucun inconvénient. Il se demande si elle affrontera Yuriko, et elle est en fait impatiente de la combattre. Ichiyu se demande enfin si elle l'affrontera, alors elle lui fait remarquer qu'elle combattra n'importe qui sauf Mitsuba. Si elle combat Mitsuba, ce sera en finale. Yukarizu est tout aussi folle que les autres, car elle idéalise cette idée, voir Mitsuba se battre désespérément pour la rencontrer en finale est comme un rêve pour elle. Le voir déchiré par les combats serait super romantique à ses yeux. Elle s'imagine l'embrasser pour le soumettre et le réconforter dans sa défaite. Tout le monde est choqué par son côté fou, et Ichiyu annonce qu'il a pris sa décision, Yukarizu affrontera Tojima, alors elle dit à Tojima de faire ses prières. Ichiyu modifie le tableau et dit à Tojima qu'ils se rencontreront en finale. Tojima est tout à fait d'accord, alors Ichiyu se tourne vers son adversaire actuel, Mitsuba, et les frères sont impatients de régler leur propre combat. Le premier match oppose Tojima à Yukarizu, alors les deux se dirigent vers le ring. Yuriko se rend compte que tout le monde est devenu beaucoup plus fort, mais elle jure de remporter tout le tournoi. Merci d'avoir regardé mon résumé. N'oubliez pas d'aimer la vidéo.